Ok, on attaque. Allez, du coup, est-ce que vous connaissez 42 Genesis? Non? Plus de noms que de ouais? Dans tous les cas, on le présente, hein, donc... euh, allez, c'est parti. Bon, 42 Genesis, c'est parti d'un problème. Parce qu'on a vu que vous êtes tous très bons techniquement, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ceux qui ne le sont pas, vous allez l'être, je vous le jure. Et par contre, vous avez d'énormes problèmes pour vous vendre, pour négocier avec des clients, pour vous estimer, proposer un prix qui vous ressemble, qui en fonction des projets, en fonction de vous. Et du coup, on est conscient que l'autodidacte, apprendre sur Internet, c'est cool, c'est sympa, mais par contre, pour ce genre de choses, il y a besoin d'interaction avec des gens. Et on va être là, nous, pour vous apporter cette interaction, vous avoir le moyen de pouvoir communiquer avec d'autres personnes de l'autre côté de la porte, quoi. C'est un problème parce que malheureusement dans le dev, il n'y a pas que le dev, il y a aussi plein de choses autour. Et si vous voulez rester enfermé dans votre chambre toute votre vie, c'est un choix. Mais malheureusement, il faudra sortir un moment et aller parler à d'autres gens. Que ce soit si vous montez votre boîte, que ce soit si vous travaillez pour quelqu'un. Il y a un moment, il faut savoir s'exprimer avec des personnes qui ne sont pas forcément dev. Et on peut y participer. J'avais l'exemple d'un freelance de 42 chez Crème de la Crème qui est arrivé à un moment et qui a été mis en contact avec un professionnel, avec un client, et qui lui a dit en premier contact Salut, tu payes combien? Pas de cordialement, pas de bonjour, pas de je me présente. Ça peut être sympa, mais déjà, d'une, c'est à vous de proposer le prix, c'est pas à lui. Et voilà. Donc, toutes ces choses, on va essayer de vous les apprendre. En tout cas, vaut mieux se planter ici qu'en dehors, même si vous vous planterez, je vous rassure. Mais voilà. Ok, du coup, 42 Genesis, qu'est-ce qu'on fait concrètement? On est là pour vous mettre en contact avec des sociétés, des startups, des PME, vous étudiants, par l'intermédiaire d'un chef de projet dans l'asso. Donc les chefs de projet font les trois quarts du boulot dans l'asso. C'est eux qui négocient avec un client, c'est eux qui vont vous trouver des projets, c'est eux qui préparent le projet, et nous, on vous fait signe quand tout est carré. Pablo vous en parlera juste après. Et c'est à peu près tout. Donc après, du coup, le chef de projet gère votre projet une fois que vous êtes dessus. Généralement, il bosse dessus depuis déjà 1 ou 2 mois, donc il le connaît sur le bout des doigts, il connaît déjà le client. Donc il fait l'intermédiaire entre vous et le client, et vous vous occupez seulement de la partie dev. Voilà. Et après, si vous voulez des interactions, encore une fois, si le chef de projet est d'accord pour ça, on vous laissera communiquer avec le client, parce que dans tous les cas, vous aurez à y faire plus tard. Et encore une fois, si vous êtes plus sur le côté interactif avec le client, bah, venez, on recrute des chefs de projet avec plaisir. Ensuite, du coup, on peut parler de rémunération, ça fait plaisir à tout le monde. On est sur une base de 150 € par jour où vous travaillez, net dans votre poche. On va gérer tout l'administratif, tout ce qu'il y a autour. On essaye de vous facturer entre 300 et 350 € la journée pour que vous, après, vous puissiez avoir votre base de 250 € par jour. Pardon? 150. Je viens de dire 250. Ça peut aller à 250 hein, si tu as un profil extrême. Non, même plus. Alors, à propos de vous, qu'est-ce que vous y gagnez à participer à 42 Genesis? Vous complétez votre cursus, vous mettez en application tout ce que vous apprenez à l'école, personnellement, au service de boîte, ce qui est super cool. Vous savez ce que vous valez si vous êtes prêt à aller bosser pour une boîte, si vous êtes prêt à monter votre boîte. Vous vous améliorez toujours. Vous savez vous adresser à un client, le comprendre. Tous les discours sont différents en fonction du client. Pouvoir le comprendre, pouvoir négocier avec cette personne. Et vous êtes plus crédible, évidemment, parce que vous avez une ligne en plus sur votre CV, votre portfolio, votre LinkedIn, quelque chose que vous pouvez mettre en avant. Ça reste une expérience professionnelle et c'est toujours cool. Pablo, donc je laisse Pablo vous parler du process. Et, Merci Thomas, bonjour. Alors oui, moi je vais juste vous présenter rapidement comment un projet fonctionne. Alors, Thomas disait que 75% c'était pour le chef de projet, peut-être pas en termes de boulot même, puisque au moment du développement, forcément, c'est plus intensif, mais en termes au moment où on reçoit la mission, parce que tout part avec d'abord le besoin d'un client, ou soit un client qu'on démarche, soit qui vient, soit souvent aussi, ça a été certains d'entre vous qui nous ont mis en contact.
Donc le client, il arrive, il dit voilà, j'ai besoin d'un script, j'ai besoin d'un site web. Des fois, son besoin, il est très clair, très carré. Des fois, il ne veut pas dire grand-chose, ou des fois, c'est un peu affiné. Donc là, on essaye de le voir, de préciser tout ça, de créer avec lui un cahier des charges, et après, nous aussi, d'essayer d'estimer, d'avoir un devis. Et c'est là où il y a un peu la négociation qui commence. On envoie au client le cahier des charges, le devis. Souvent, dans le cahier des charges, je dis ah oui, non, mais en fait, j'ai un peu changé d'avis, j'aimerais changer ci. Ou ah tiens, est-ce que ça pourrait être un peu moins cher? Et dans quel cas, là, on essaye de dire ok, si c'est moins cher, on enlève ce bout, on peut faire plutôt de cette façon, etc. Pour essayer de se mettre d'accord et que tout soit bien, bien carré. Euh, L'association est assez récente puisqu'elle a commencé cette année et donc on apprend. Et en fait, cette partie-là est essentielle, c'est le bon pour accord. C'est au moment où on se met d'accord avec le client. Et sans ce bon pour accord, on ne commence pas le recrutement pour éviter après les désillusions. Parce que ça nous est déjà arrivé une fois, justement, on avait déjà 2 élèves qui étaient prêts à commencer pour un site web et puis finalement, le client change d'avis. Donc, on a une dizaine de clients avec lesquels on parle. Il y en a à peu près la moitié, ça va pas se faire. C'est des clients de tout type. Ça peut être un particulier, ça peut être la SNCF, des boîtes, des startups, plus ou moins, des choses plus ou moins innovantes, mais assez variées. Donc ça, c'est intéressant. Et au moment où il y a le bon pour accord, on passe à la phase de recrutement, c'est-à-dire qu'on envoie, en gros la lettre de mission, on vous l'envoie. Donc soit si vous êtes sur la newsletter, soit bientôt aussi sur l'intranet. Et à partir de ce moment-là, il y a une phase de recrutement. Donc c'est juste, on va vous voir, on vous présente le projet pour que vous, de votre côté, vous soyez sûr que vous vouliez le faire aussi. Le but, c'est pas de vous piéger. Donc vous voyez, vous dites, OK, c'est bon, ça me va, c'est carré. Ou tiens, est-ce qu'on pourrait pas changer ci ou ça? Auquel cas, on retourne vers le client, on essaie de modifier ça un petit peu. Et au moment où vous êtes d'accord, bon, c'est parti, c'est signé. Et puis là, il faut être sûr que vous avez le temps à consacrer. C'est la réputation de l'école. Donc on ne peut pas non plus commencer un projet et s'arrêter au milieu. Et on est parti. Donc là, Scrum et production. Le chef de projet continue à vous accompagner. C'est surtout vous qui allez bosser. Hein. Mais c'est juste tous les jours pour dire OK, est-ce que tout va bien? Chaque semaine, voir avec le client les avancées. Et le but, c'est aussi s'il y a un problème ou s'il y a des questions qui arrivent, vous venez vers nous et nous, on s'assure de soit trouver en interne les solutions, soit demander au client si c'est un besoin à préciser. Et après, on rend. Donc bon, c'est assez clair. Et le but, en gros, c'est pour tous ceux qui ne font pas de partie chef de projet, c'est vraiment avoir un cahier des charges clair et juste développer et rendre, empocher l'argent. C'est des projets divers, Android ou autres. Et pour ceux qui sont intéressés par être chef de projet, il y a toute la partie avant aussi qui est intéressante. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Si Thomas, tu peux changer de slide. Donc, Entrepreneurship Adventure Improvement. Bon, en gros, je vais vous dire pourquoi je pense que c'est important. Pour ceux que ça intéresse, c'est qu'effectivement, 42, c'est génial pour apprendre, pour le côté technique. Mais effectivement, dans la vie, notamment, je ne sais pas, pour ceux d'entre vous qui ont bossé dans l'entreprise, souvent, on a à interagir avec pas mal de monde. Et souvent, ça se passe comme ça. Il y a le marketing qui arrive, qui dit ah voilà, il faudrait changer un bouton là, si c'est pour un site web, et puis le développeur qui râle, qui fait je le mets là, puis le marketing qui n'est pas content, il faut le changer, etc. Et donc des fois, c'est bien d'être un peu de l'autre côté, d'essayer de comprendre quel est le besoin, pourquoi la personne vous demande ça, parce que comme ça, on peut plus facilement interagir, aller plus rapidement vers quelque chose qui est efficace pour le business. Aussi, c'est super intéressant parce que comme Thomas le disait, on voit les clients, c'est des clients très variés, ça peut être des boîtes qui essayent de se mettre au niveau d'un point de vue digital. Ça peut être des gens qui veulent lancer un proof of concept. Ça peut être la SNCF. Ça peut être des petites boîtes qui lancent des produits médicaux et des boîtes de vétérinaires. Donc ça peut être assez varié et ça permet aussi de s'ouvrir un peu l'esprit et de sortir, de juste être derrière les projets 42 et aussi de voir un peu ce que c'est la vraie vie indépendamment de ce qu'on voit sur les médias avec je sais pas. Souvent, quand on regarde, par exemple, on voit Terranos, c'est génial, puis 4 ans plus tard, ça s'est écroulé, etc. Là, ça permet de voir aussi, à une autre échelle, le business qu'il y a. Et aussi, ça permet pas mal de rencontres avec les clients et de se rendre compte qu'en fait, en fonction des gens, il faut parler un peu différemment, il faut négocier de façon un peu différente. Et on apprend, des fois on se plante, des fois on réussit, mais la meilleure façon, c'est la pratique. Bon, Adventure, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, ça permet d'épicer un peu la vie à Carnot dans le sens où souvent, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'étais globalement dans mon groupe. Ça me permet de rencontrer d'autres personnes, de voir aussi d'autres clients, mais même au sein de 42, des gens qui ont des parcours divers, de quelqu'un qui était dans une troupe de hip-hop, à d'autres qui étaient un peu entrepreneurs, à quelqu'un qui a une vingtaine d'années d'expérience en project management. Donc, ça permet aussi de rencontrer des gens, c'est sympa.
Et puis, improvement, pour s'améliorer. Effectivement, moi, en tout cas, je suis convaincu que pour être un bon développeur, il faut être capable de comprendre pourquoi on développe et pas juste de développer. Si on développe juste ce qu'on nous dit, en fait, on est juste des exécutants. Donc, si un jour vous voulez devenir lead dev, il va falloir commencer à aussi interagir avec les gens. Et le plus tôt on commence à s'habituer, le plus tôt aussi, même en tant que développeur, on sera capable d'être force de proposition et puis après d'évoluer. Et puis bon, après, même si on veut monter sa boîte ou être freelance, c'est encore plus important, quoi. Mais même au sein d'une grosse boîte, je pense que c'est assez essentiel. Voilà, donc comme Thomas disait, on recrute. Si vous avez des missions ou que vous connaissez des gens qui proposent, qui cherchent des développeurs et que vous pouvez la faire, balancez-la à nous et puis nous, on la redistribue parmi les gens de 42. Merci. Merci Pablo, très beau discours. Où on en est du coup, Pablo l'a dit, on vient de se créer, on a été officialisé mi-janvier, donc vous proposez des projets à un rythme soutenu. Pour l'instant c'est difficile, on est quand même chez des clients presque tous les 2 soirs, on essaye de vous trouver un truc qui va bien, et voilà, comme on vous l'a dit, on vous fait signe quand tout est carré, donc ça prend du temps. En termes de clients, on est sur la fin de la première mission, elle est terminée. On a la SNCF bientôt là pour un projet qu'on l'air assez chaud d'ailleurs, on est content. On a un projet Android qui arrive, on a des projets, on a un très gros projet qu'on risque de pitcher en amphi, sinon on va passer 2 heures à en parler à chacun. Voilà, on vous réserve plein de trucs, on essaye de vous proposer un prochain projet d'ici 2 semaines. C'est un engagement, je sais pas si on va le tenir, mais en tout cas on essaye. Je sais pas si le micro marche. Ok, du coup au niveau des projets, comme je vous l'ai dit, on a fini le premier projet, on a beaucoup appris parce qu'on s'est planté, bien sûr, hein, ça fait toujours plaisir, mais voilà, c'est la meilleure façon d'apprendre, et maintenant on appréhende bien plus un client, on sait s'adresser à lui, on a des chefs de projet qui ont beaucoup d'expérience, on bosse avec des seniors aussi qui nous aident énormément en termes de gestion de projet et en termes de discours à adopter quand on est avec un client, donc il y a beaucoup à apprendre dans cet assaut. Que vous soyez dev ou que vous gériez des projets. Au niveau du futur, je parle plus de ce qu'on va faire, de ce qu'on est en train de faire. On est en train de créer un intranet pour faciliter la diffusion de nos projets. Aujourd'hui, on passe par une newsletter que j'envoie en Node. C'est un enfer. Je fais 10 personnes, pas 10 par 10 personnes. C'est horrible. Du coup, on est en train de faire cet intranet. Il risque de sortir d'ici fin juin, mi-juillet, où du coup, vous pourrez voir toutes les missions sur lesquelles on bosse. Mais vous ne pouvez pas vous inscrire. Toutes les missions sur lesquelles vous pouvez vous inscrire, et les missions qu'on a finies avec des profils par utilisateur, etc., pour voir qui a fait quelle mission, et aussi pour trouver tous les documents administratifs. C'est là pour nous simplifier un peu la tâche. Tous les process les plus chiants dans l'assaut, on essaye de les automatiser et de les mettre là-dessus. Et voilà, donc connexion API 42, vous le verrez. D'autres projets, on parlait de formation, je ne sais pas qui était là à la première conférence qu'on avait fait. On parlait de formation sur les projets qui se répètent le plus en termes de dev. Au final, au niveau dev, je vous fais confiance, vous apprenez tout seul, bravo. Mais je pense plus qu'on va partir sur des formations de gestion de projet pour aussi voir quelle personne on recrutera dans l'assaut, dans ce pôle. Qu'on découperait en 3 parties et qu'on inclurait dans le cursus, donc qui permettrait de gagner de l'XP par exemple pour ça. Donc ça c'est un truc qu'on est en train de faire avec la pédago, on vous en dira plus quand ce sera confirmé, mais du coup ce serait avoir des formations pour proposer un prix à un client et négocier avec lui, pour gérer un projet avec un étudiant, et faire toute la partie d'études toutes les démarches de prospection, etc. Du coup, au niveau team, ça arrive bientôt. Au niveau team, du coup, il n'y a pas que des chefs de projet. Même si c'est la plus grosse partie de l'assaut, on a des ressources humaines qui seront là du coup pendant les recrutements. On a des community managers qui sont en feu en ce moment, qui nous allument Facebook, Twitter et LinkedIn d'une manière géniale, à hauteur de quand même un post toutes les 2 semaines. C'est très cool. On a du coup la team dev qui bosse sur l'intra, et voilà. Donc, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, attends.
Euh, Vous cherchez des clients, mais est-ce que vous cherchez pas mal de devs aussi ou pas? Est-ce qu'il y a du boulot en fait pour les devs? Alors, y a du boulot pour les devs quand il y a une mission qui est diffusée. Donc on recherche des devs en interne ou pour travailler. Pour travailler? Pour travailler, on vous fait signe à tous. Donc pour l'instant, sur la newsletter, il y a environ 200 personnes qu'on contacte dès qu'on a un projet. Après, tu peux t'inscrire sur la newsletter avec plaisir. Et nous, on diffuse notre projet. Donc on recherche des devs, on s'adresse à vous tous. Le but de l'intranet, c'est aussi que du coup, on n'ait plus à envoyer cette newsletter à 200 personnes, mais que du coup, tout le monde soit concerné et puisse postuler à un projet. Donc grosso modo, il y a un projet pour 200 personnes chaque fois. Il y a un projet pour 200 personnes à chaque fois. Ouais, mais tous les profils sont différents et généralement, nous, de notre vécu, on a environ 10 personnes à chaque fois qui se présentent à un projet. Voilà. Très bien. Et qu'on puisse vous proposer un projet par semaine. Ouais, je voulais savoir du coup pour être dev, du coup pour une mission, il y a un process de sélection ou c'est juste on se propose pour une mission et vous allez nous voir à ce moment-là si on est chaud pour la mission? Comment ça se passe en fait sur la section des devs? Alors, il y a un process de sélection, sinon il n'y aurait pas de RH. Et donc le process de sélection, il ne se fait pas en fonction du niveau que tu as à 42. On a des mecs qui sont niveau 1 ou 2 et qui ont 15 ans d'expérience derrière et qui même bossent tellement à côté qu'ils n'ont même pas le temps d'avancer 42. Du coup, on se fie pas forcément à ça. On va faire un test technique qui est en rapport avec la mission qu'on propose pour pouvoir évaluer les skills que tu as. Un test technique qui est souvent assez vague pour que tu puisses aller plus loin si tu veux. Et généralement, on va sélectionner la personne la plus motivée, donc qui est allée un peu plus loin et pas celle qui s'est arrêtée aux guidelines qu'on avait données. Voilà. Ça répond à ta question. Oui, mais du coup en fait on se propose pour rentrer chez Genesis ou c'est juste sur une mission à chaque fois? Alors, tu vas te proposer pour une mission. Évidemment, côté administratif, tu vas devoir être membre intervenant de l'association. Tu vas devoir signer 2 papiers. Et c'est bon, tu es membre intervenant, tu peux réaliser ta mission et tu es adhérent aussi du coup pendant 1 an, quoi. Donc tu n'auras plus à signer ça, sauf des papiers qui concernent à chaque fois chaque mission. Mais en gros, il y a un truc pour devenir adhérent comme dans n'importe quelle association. Voilà. D'autres questions? Ouais, du coup, en fait, si j'ai bien compris, tout ce qui est chef de projet, quand on intègre votre équipe, c'est rémunéré en XP, mais du coup, c'est rémunéré que en XP ou il y a une rémunération supplémentaire? Alors, sur les chefs de projet, pour l'instant, il n'y a pas de rémunération supplémentaire. Ils sont bénévoles, sauf s'ils arrivent à facturer le Scrum. Et ça, c'est à eux de jouer. Il n'y a pas de rémunération non plus en XP pour l'instant, mais seulement en particulier en skills. Et du coup, on apprend énormément de choses en chef de projet. Et de toute façon, tu le verras quand tu auras affaire à des clients, quand tu seras dans l'assaut. Ok, ça marche. Vous avez eu quel retour par rapport au premier jet enfin, les retours clients, je parle. Ça s'est bien passé, tout ça? C'était content? Alors ouais, très content, super. Bon, on a fait un WordPress, hein, donc on est resté tranquille, mais on voulait surtout se mettre au point sur les process. Et, euh, et du coup, ça nous a permis d'ajuster pas mal nos process, nous, en interne. Et côté client, satisfait, ouais, super. Mais après, c'était une personne qui s'y connaissait pas forcément en dev, donc il avait des attentes précises. On lui a donné exactement ce qui collait à ses attentes. Et voilà. Donc satisfait. D'autres questions? Allez. Il n'y en a pas un qui l'a attrapé, je crois, pour l'instant. Est-ce qu'il y aurait une présentation, par exemple, du projet que vous avez fait, afin qu'on puisse voir en fait le rendu? Ok, Histoire de voir une maquette. avec plaisir, si vous voulez. Encore une fois, ça reste un WordPress, donc il n'y a rien de très passionnant. Mais on pourra en parler, par exemple, la prochaine fois qu'on présentera notre projet en amphi, là, qu'on vous prépare. Ok? Allez.
Alors, l'asso, elle est un peu jeune, donc c'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais des différents projets dont vous avez pu ne serait-ce que discuter un petit peu avec les boîtes, il en ressort que c'est quel genre de projet? C'est plus du développement d'app, du website, du... Ok, nous, pour l'instant, on fait pas de com. On va pas aller chercher de clients. On prend ce qu'on nous donne. C'est plus l'image de 42 qui nous fait notre com pour l'instant. Et ça nous suffit amplement, en tout cas pour les débuts de l'assaut. Et du coup, les retours, quels projets on a, c'est ça? On a plus du web, évidemment, parce que c'est ce qui revient le plus. Là, par exemple, on a la SNCF pour une plateforme de recrutement. On a une app mobile Android qui clique sur d'autres apps. On a des sites vitrines lambda. Et on a du coup un gros projet avec des photographes. Une personne, je ne sais pas si je vais aller trop en détail dans ce projet parce qu'il est énorme, mais c'est hyper intéressant. C'est une personne qui fait des photos au premier étage de la Tour Eiffel. Donc on a emmené des chefs de projet là-bas pour aller sur site, mieux se rendre compte des besoins du client. Et en gros, il y a tout un process de prise de photos, envoi de photos vers un serveur, récupération de photos, montrer la photo au client, sélection de la photo par le client à chaque fois pour des tables, etc. Et du coup, nous, on va refaire du coup tout ce software. En termes de langage, de toute façon, il y aura tout. Et voilà. Allez. On en fait une dernière après t'y vas. Est-ce que ce sera possible d'être amené à travailler à plusieurs sur la même mission? Grave. Ouais, avec plaisir. Par exemple, sur cette mission qui est hyper longue, on mettra jamais un étudiant solo dessus. Ok, merci à tous. Eh bien, bonsoir. Je suis un peu ému d'être ici, parce que j'ai quitté il y a 2 ans à peu près. Et donc, j'ai sauté sur l'occasion de rendre un petit quelque chose à l'école 42 qui m'a tant apporté. Et j'espère que ça sera bénéfique pour vous. Donc, on va parler RGPD, ou GDPR en anglais. Est-ce que vous êtes venus avec des questions déjà? Juste pour voir. OK. Tendance? Sur quoi, par exemple? Chatbot, OK. Newsletter et email, OK. Très bien. Le consentement, très bien. Projet au forfait, OK. Ça ne sera pas du RGPD, je préfère vous le dire tout de suite. Les données clients pendant un projet au forfait, c'est-à-dire le projet dans la SS2I. OK, très bien. Ça sera du RGPD. Une dernière? Les moteurs de recherche, ça marche. Alors, mon but, je vais essayer de graviter autour de ces thématiques pour répondre vraiment à votre besoin. Moi, mon envie, ça serait que vous compreniez un peu l'articulation de qu'est-ce que le RGPD, ça concerne quoi, les notions. Et après, vous aurez les outils, vous aurez les muscles, les bons réflexes pour naviguer à l'intérieur. Donc c'est ça que je me suis fixé comme objectif et j'espère pouvoir l'atteindre avec votre aide. KESACO RGPD, donc c'est Règlement général sur la protection des données à caractère personnel. Ça, je l'ai rajouté en tout petit. Et en anglais, c'est General Data Protection Regulation. Donc c'est un règlement qui va imposer des impératifs juridiques, mais pas que, techniques, et organisationnel. C'est marqué en dessous, mais vous le verrez après dans la fraise. Le texte, pour commencer. Donc, le texte, il s'appelle son petit nom, c'est EU, donc c'est Communauté européenne, 2016-679, ça c'est son numéro. Il est fait de 173 considérants, donc en introduction, il y a une espèce de contexte qui va introduire le texte, qui permet justement de comprendre pourquoi les 99 articles de loi, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Donc souvent, le texte n'est pas clair ici. Vous allez voir les considérants, ça va vous donner un aperçu, un contexte en fait, pour pouvoir saisir la portée de ce qui est mis à l'intérieur. Il faut aussi savoir que le texte n'est pas précieux au sens où vous le lisez, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Vous le lisez,
Vous comprenez l'esprit et vous essayez de partir avec cet esprit-là pour implémenter ou interpréter des choses. Et pour ça, les considérants, je vous assure qu'ils seront d'une grande aide. J'essaierai de donner 2 ou 3 exemples. Alors, il est entré en vigueur en fait en mai 2016, parce le texte a été voté 26 avril 2016, mais il est applicable à partir du 25 mai passé. Hein, donc ça veut dire que les sociétés, normalement, les professionnels qui gèrent de la donnée à caractère personnel, normalement, ils connaissent ce sujet et donc ils sont censés avoir commencé à travailler dessus. Alors, le dernier article, donc 99, il est là. Donc, le présent règlement est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tous les États membres. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on applique le règlement tel quel en France, en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Italie, etc., sans passer par une loi locale qui va réinterpréter ça pour le rendre applicable dans le pays. Donc il s'applique tel quel dans les 28 pays, 27 pays, je ne sais plus, la dernière fois que j'ai compté. Il s'applique tel quel. Une question, oui? Ils ne sont pas encore sortis. Ils vont peut-être sortir bientôt, mais pour l'instant, ils ne sortent pas encore. Donc pour l'instant, ça s'applique à eux. Et ils appliquent aussi le GDPR. Entre parenthèses, à propos des 28 pays pour faire rond, si vous faites un business en Europe qui va concerner donc des données à caractère personnel de citoyens européens, de personnes qui vivent à l'intérieur de l'Europe, vous n'êtes pas obligé de négocier avec l'ensemble des pays pour dire je vais faire ça, donc voilà comment je protège, voilà qui je suis, voilà ce que je vais faire. Vous choisissez un pays avec lequel vous allez discuter au niveau réglementaire. Vous êtes un Google, vous allez choisir que c'est la Hollande, par exemple, et vous allez traiter tous les problèmes de RGPD avec la Hollande, donc avec le représentant hollandais, l'équivalent de la CNIL en Hollande, ou la France, la CNIL, ou un autre organisme dans un autre pays. Et ce qui fait que vous avez affaire à un guichet unique. Ça, c'est pour simplifier les démarches des entreprises qui ne doivent pas faire 28 démarches différentes pour chacun des pays, mais un seul pays qui sera représenté par celui qu'ils auront désigné. Oui ? A priori tous, oui. Avec plus ou moins des niveaux de... Comment dire? Je n'ai pas envie que ça soit péjoratif, mais des niveaux de maturité dans les... par exemple, en Allemagne, c'est beaucoup plus draconien que ce qu'on a en France, par exemple. Alors ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous voyez, le règlement, il est découpé en chapitres qui contiennent des sections et qui sont là pour définir un peu... Donc vous avez un chapitre introduction, chapeau. Qu'est-ce que c'est? Disposition générale, on plante le contexte et on commence par l'article 5 qui, d'emblée, va donner le ton. Voilà la première phrase de l'article 5 qui dit « Les données à caractère personnel, donc DCP, doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée. » Et cette phrase, elle dit tout. En fait, quand vous avez compris l'esprit de cette phrase, vous savez exactement à quoi vous attendre en implémentant le RGPD. Ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser une donnée à caractère personnel d'une personne sans qu'elle soit informée, sans que ça soit nécessaire, obligatoire, voire contractuel, sans que la personne ait donné son consentement, son avis, et en tout cas qu'elle sache qu'est-ce qu'on fait de ces données. Et en toute transparence, c'est-à-dire que tout ce que vous faites de cette donnée, vous êtes censé le dire à cette personne. On va parler tout à l'heure des finalités et de qu'est-ce que ça veut dire être transparent vis-à-vis de la personne. L'article 5, dans sa globalité, c'est tout ça. Hein. Je vous ai épargné les détails, je vous le laisse pour référence, mais en gros, l'essentiel est dit sur cette première phrase. Alors sinon, si on ne traite pas de manière licite ou loyale ou transparente vis-à-vis de la personne, c'est quoi les risques finalement? Eh bien, les risques, c'est simple, ça peut aller jusqu'à 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires mondial consolidé. Et, ça ne le dit pas, mais c'est le plus haut des deux. Donc, si vous faites un chiffre d'affaires de 20 milliards, vous prenez 4%, ça va faire beaucoup. Et donc, c'est ça qui va être pris et non pas les 20 millions qui sont cités ici. Donc, ça, c'est quand il y a une faute. Vous n'avez pas respecté un ou plusieurs principes. Et donc, ça a touché des centaines, des milliers, des millions de personnes. J'arrive. Maintenant, si vous ne faites pas juste la partie réglementaire, on va parler de la partie réglementaire, déjà, sans qu'il y ait de brèche, sans qu'il y ait de violation de données, sans qu'il y ait de perte de données, déjà, et bien à ce niveau-là, vous pouvez aussi être verbalisé. C'est-à-dire que vous n'avez pas fait le travail pour lequel vous êtes
qui est exigé à travers ce règlement. Oui. Alors, ils prennent 20 millions ou 4%. Ils vont calculer, ils vont prendre le plus grand des deux. Donc, minimum 20 millions. Non, ce n'est pas un maximum. Non, il n'y a pas de maximum. Ça peut être plus grand? Ah, pour eux, ça peut aller jusqu'à... Alors, ça peut aller jusqu'à 20 millions, oui. Dans la... Alors attention, quand vous jouez avec le RGPD, ça ne dépend pas de votre chiffre d'affaires. Donc quand vous allez recevoir votre amende, si vous avez fait un dégât énorme et que ce dégât il est estimé à 600 millions, vous devrez payer 600 millions. Le fait que vous ne gagnez que 20 000 euros, c'est hors sujet. On ne veut même pas savoir qu'est-ce que vous gagnez. On dit, vous avez fait telle infraction, cette infraction, elle est pénalisable à hauteur de temps, et c'est ça votre amende. Maintenant, on va la calculer 4% sur votre chiffre d'affaires, ça va donner 300 euros, et ben on va prendre le plus grand des deux. Donc ça sera combien? Ça sera 600 millions. Il n'y a pas de notion de minimum ou de maximum, je ne sais pas comment vous... C'est-à-dire que vous avez un préjudice, voilà, je vais plutôt le présenter comme ça. Vous avez un préjudice. Mettons, je prends un cas au hasard, Uber se fait voler son fichier client avec les cartes bleues. L'ensemble des dégâts au niveau des clients d'Uber représente 50 millions de dégâts. D'accord? Donc la pénalité devrait être au moins égale à 50 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut compenser les gens qui ont perdu 50 millions, parce qu'on a utilisé leur carte bleue. Comme Yahoo, par exemple. C'est aussi une infraction. Dans ce cas-là, c'est la deuxième partie. Ou 10 millions, ou 2%. Ouais. Oui. Vous pouvez peut-être passer le micro, parce que ceux qui nous regardent... Ouais, du coup, le RGPD, en fait, il est aussi censé être un peu contre l'idée des GAFA qui prennent de plus en plus de place aussi au niveau du, on va dire, pouvoir monétaire. Et pour une PME qui doit appliquer le RGPD, quand on voit la taille, et la conséquence de l'amende, est-ce qu'on peut pas se dire que finalement, elle va se faire écraser par rapport justement aux grosses boîtes? Dans le sens où si elle se prend une amende de ce montant-là, et déjà ne serait-ce que dans la mise en place du RGPD, est-ce qu'il ne va pas se poser des problèmes dans le sens où justement elle n'aura peut-être pas forcément les moyens monétaires de base pour se lancer et se mettre en conformité, et par la suite, derrière, se prendre une amende de ce montant-là, clairement, elle peut mettre la clé sur la porte, quoi. Alors c'est le but. C'est Le but, c'est le but. Ah, le but, ok. c'est pas qu'elle mette les clés sous la porte. Le but, c'est que si elle n'est pas de taille à traiter ce niveau de risque et donc à donner de l'importance à vos données personnelles pour les traiter correctement, si elle n'a pas la bonne taille, si elle n'a pas la bonne carrure, il ne faut pas qu'elle joue dans cette cour-là. Et donc l'amende qu'elle va se prendre, effectivement, on va peut-être l'obliger à déposer son bilan. Mais ça, c'est parce qu'elle a joué dans un terrain où elle n'a pas elle n'a pas mis les sécurités de son côté. Et elle n'a pas sécurisé les données des personnes qu'elle traite. Si quelqu'un... J'arrive. Si quelqu'un détient le fichier, doit gérer pour le compte de la société X tous les comptes de carte bleue et qui se fait pirater parce qu'il n'a pas sécurisé suffisamment, par exemple, le fichier des cartes bleues et qu'il y a des préjudices, et ben, s'il n'est pas de taille à gérer ce risque, ben, il faut qu'il fasse un autre métier. Donc c'est fait plutôt dans ce sens-là. C'est pas fait pour que la petite société soit écrasée parce qu'il y a un Google en face qui peut peut-être... Il n'y a pas de lien entre la petite et ce que fait Google ou Amazon ou les autres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par rapport à ce que vous faites, le risque que vous le gérez ou pas, bien ou mal. Je suis tout à fait d'accord. Maintenant, je sais très bien que vous y pouvez rien. Mais du coup, je trouve que l'amende, justement, en termes de gestion des risques, finalement, elle n'est pas très juste, quoi. Dans le sens où c'est censé être une sanction, c'est pas censé non plus être, devenir fermeture d'une boîte, quoi. Oui, alors je quand même assez comprends excessif, quoi. votre point de vue. La sanction, elle est proportionnelle au risque et au dommage, d'accord? Et non pas à la taille de qui vous représentez ou à votre chiffre d'affaires.
voyez ce que je veux dire? Donc, si vous avez... je vais prendre un autre exemple. Vous êtes un hôpital, vous n'êtes pas habilité à faire de la chirurgie, vous pouvez juste faire des radios, vous voyez ce que je veux dire? Vous ne pouvez pas faire de la chirurgie, pas cardiaque, pas du cerveau, et les gens commencent à mourir. On ne va pas dire, ouais, le petit hôpital, le pauvre, on ne va pas l'écraser, on ne va pas mettre les clés sous la porte. Non, il n'est pas outillé en termes de connaissances, compétences, matériel, équipement, etc., pour gérer ce type d'intervention. Donc il faut qu'il joue dans la cour qui est la sienne. Il ne faut pas qu'il joue dans une autre cour qui le dépasse, parce qu'il n'a pas les moyens. Donc là, c'est un peu la même analogie. Pour un peu aller un peu plus loin, quelque part, ça voudrait dire qu'en fait, les seuls qui vont survivre à cette amende, ce sera les GAFA, et que les autres, en fait, ils vont tout doucement disparaître s'ils ont effectivement une amende. J'ai bien suivi le débat, par rapport en fait au chiffre d'affaires mondial. Donc pourquoi en fait, Allez-y. pourquoi finalement en fait on s'est pas posé la question des petites entreprises, même si elles n'ont pas, même si elles n'ont pas un grand chiffre d'affaires, pouvoir survivre à ça. C'est vrai qu'on a le droit à l'erreur. Là, ça veut dire que les petites entreprises n'auront plus droit à l'erreur et les grandes pourront. Alors, le RGPD, son positionnement, c'est pas les petites, les grandes, les GAFA, pas les GAFA, etc. Il n'est pas positionné pour être pour les opposer, pour opposer les grandes contre les petites, l'Europe contre le reste du monde, etc. Il est fait pour que le citoyen soit au cœur des préoccupations de ce que font les entreprises, pour que ces données soient traitées de manière licite, transparente et loyale. C'est tout. D'accord? Donc ça, c'est la vocation du RGPD. C'est pour que le citoyen européen ait des droits par rapport à ces données. Donc il a des droits par rapport à ses biens, et bien là, il a des droits par rapport à ses données. Et ce que représentent ces données? Ces données, c'est le nom, c'est le prénom, c'est la date de naissance, la ville de naissance, c'est le diplôme, c'est ce qu'il gagne, c'est où il habite. Tout ça, c'est de la donnée personnelle, plus ce que j'achète, ce que je consomme, où est-ce que je pars en vacances, qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que je vois comme film, qu'est-ce que j'envoie comme message, avec qui je suis en connexion, etc. Tout ça, c'est des données qui définissent quelque part qui je suis. Donc si quelqu'un les utilise à mon détriment, contre moi, ou pour tirer lui avantage et éventuellement sur mon dos, exemple, les affaires récentes, là je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, où on a utilisé des données d'individus à leur insu pour les détourner de cet usage et pour arriver à faire d'autres types d'affaires. Donc le RGPD, il est là pour protéger justement l'individu, pour pas qu'on puisse jouer avec ces données. Et donc, qu'on soit petit, qu'on soit grand, même combat, il faut appliquer les mêmes règles. Et si on les applique de la même manière, il n'y a pas de différence entre grand et petit. Il n'y a que l'excellence dans la façon d'appliquer qui va compter. Et donc là, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Chacun doit être premier dans sa classe, premier dans sa catégorie. Oui ? L'applicabilité de la RGPD concerne les citoyens européens ou finalement la localisation des serveurs et des noms de domaine. Je m'explique, par exemple, imaginons qu'une grosse société soit enregistrée dans un pays qui ne fait pas partie de l'Europe mais traite des données de citoyens européens. Est-ce qu'elle est soumise à la RGPD? Oui. Alors, pardon, vous avez fini la question? Oui, donc la question, c'est ça s'applique à qui, à quand et comment. Donc c'est la territorialité du règlement de compte. En fait, c'est toute personne qui offre des services ou des biens dans l'Europe ou qui traite des données personnelles de citoyens européens en Europe ou qui fait du profilage dans l'Europe. Donc même si vous êtes basé sur la Lune et que vous faites du profilage pour les gens qui vivent en Europe, vous êtes concerné par le RGPD. Après, où est-ce que vous êtes immatriculé, ça n'a pas trop d'importance, parce que dès lors que vous touchez à l'un de ces trois-là, vous êtes concerné par le RGPD. Et donc, vous devez d'être conforme. Alors après, c'est les organisations entre elles qui vont parler à travers les pays et qui vont faire en sorte que vous puissiez, à un moment donné, venir rendre des comptes à l'Europe. Au final, en fait, si par exemple la personne elle a un serveur qui est placé, je sais pas moi, je vais dire à Tombouctou, je sais pas où, mais qu'en gros c'est pas accessible. Finalement c'est pas accessible. Comment ils vont faire? Comment va faire l'Europe pour obtenir ces données-là?
ils ne pourront pas vérifier si la société traite de données personnelles d'Européens. Donc finalement, ils vont peut-être réussir à un moment donné à récupérer un minimum, mais ils n'auront peut-être pas tout. Donc c'est un peu comme faire, comment dire, de la délocalisation de données, quoi, on va dire ça comme ça. C'est le risque, effectivement. Le risque, c'est que certaines sociétés se mettent derrière des paravents où l'Europe n'a pas le moyen d'agir d'un point de vue légal, avec la loi, y compris avec les relations entre les pays, et qu'elles ne puissent pas agir et qu'ils puissent continuer à faire leur business à partir de là-bas. Ça, c'est effectivement le risque. Mais, pardon, même s'il y a des exceptions, 1 ou 2 ou 3 ou 10 ou 20, il y aura quand même quelques dizaines de millions d'autres entreprises qui, elles, seront respectueuses des lois. Et c'est le but. Le but n'est pas d'aller chercher comment dire, la brebis galeuse, mais le but, c'est que tout le monde, le reste du cheptel, soit clean, soit propre, et fasse les choses proprement. Oui ? Alors, c'est pas exactement ça. Le but des données, alors en fait, dans le RGPD, si les données doivent quitter l'Europe, à ce moment-là, vous avez un traitement particulier. Donc, si ça va dans un autre pays avec l'Europe ou au sein de l'Europe, ou un des pays d'Europe a des relations avec ce pays-là et que les données partent dans ce pays-là, on peut faire appliquer quelque part des droits autour de la protection des données personnelles. Ça ne va peut-être pas s'appliquer tel quel, mais disons qu'il y a une espèce de réciprocité entre leurs lois de ce pays-là et les lois de ce pays en Europe ou de tous les Européens vis-à-vis de ce pays-là. Et donc, on peut peut-être appliquer des règles de réciprocité en disant si vous protégez nos citoyens chez vous, nous, on protégera aussi vos citoyens chez nous. Donc, il y a quand même des règles comme ça de réciprocité qu'on peut appliquer. Alors, ce n'est pas véritablement un bordel, c'est juste, vous, par exemple, vous devez savoir si vous souscrivez à un service X ou Y ou Z, LinkedIn, Facebook et autres, vous voulez savoir si vos données sont protégées ou protégeables ou pas. Donc vous allez vous poser la question et vous allez poser la question à ces fournisseurs de services pour savoir si vos données sont là ou pas. Si elles ne sont pas là, après c'est à vous de prendre votre décision. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je sais que mes données ne sont pas là. Potentiellement, elles ne sont pas respectées à 100% par rapport au RGPD. Est-ce que je reste dans ce cas-là ou pas ? Par exemple, il y a des sociétés qui ont dit « Nous, on ne veut plus jouer en Europe. C'est fini, on va se retirer de l'Europe. » Ils sont partis parce qu'ils savent qu'ils sont pas prêts ou ils ne sont pas propres ou ils ne peuvent pas atteindre ce niveau d'excellence exigé à travers... Et donc, ils ont décidé tout de suite de ne pas jouer à ça. Parce qu'il y en a d'autres qui ont dit « Ouais, c'est bon, nous, on a tout fait, on est prêt, on est conforme et le 25 au matin, tout va marcher nickel à 100%. » L'histoire nous dira après qui a été prêt et pas prêt à partir du 25, quand les premières affaires commenceront à sortir. Pour l'instant, vous êtes comme tout le monde, comme moi. Hein, je reçois des trucs en disant, voilà, on a changé nos règlements et merci, au revoir. Les plus intelligents, entre guillemets, demandent quand même que je valide. Mais ceux qui, genre, personnellement, et vous êtes aussi dans ce cas-là, certains ont envoyé en disant, on a changé nos règlements, voilà, vous êtes au courant maintenant. C'est fini, on a joué le jeu. C'est pas ça l'esprit du RGPD. L'esprit du RGPD, c'est que vous avez le choix. Si, par exemple, je souscris à un service pour lequel j'ai une tranche de données à fournir pour faire une action donnée, une deuxième tranche, une troisième, une quatrième, si le premier il est obligatoire et les autres sont optionnels, normalement, je dois dire, OK, vous pouvez utiliser mes données pour ça, mais pas pour les 3 autres. Je refuse. Et donc, je ne coche pas la case et ils doivent l'appliquer tel quel. Or, ce qui se fait d'habitude, c'est vous prenez un service A et après, on vous applique vos données à tous les autres services existants, sans même vous demander votre avis. Ouais, alors ça se fait, bien sûr. Vous avez tous cliqué un jour ou l'autre avec « je suis d'accord ». Vous voulez utiliser un site, il y a 200 pages à lire avant de dire « OK » et vous allez tout de suite faire le bouton « OK », vous dites « oui, ouais, d'accord, je suis d'accord ». Dans le cas du RGPD, il dit qu'il faut que le consentement il soit obtenu de façon claire, limpide et directe. C'est-à-dire qu'on doit vous dire, voilà, dans les 200 pages, voilà ce qui va concerner vos données, c'est ça. Elles sont stockées là-bas, elles sont utilisées pour faire ça, elles ne peuvent pas être revendues à X, Y ou Z, et si jamais on délocalise, vous serez informé. Ça, c'est par exemple un niveau de détail qui est exigé par le RGPD, qui dit, si vous voulez
traiter correctement ou de façon respectueuse l'individu, il faut lui dire exactement ces points-là. Le reste, pourquoi le conseil d'administration est composé de 200 personnes et comment ils votent, etc., ce n'est pas la question à l'ordre du jour. On est d'accord? Donc, par contre, parlez-moi de mes données, comment elles vivent chez vous, une fois que je souscris à mon service. Oui? Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur un point très important. Le fait qu'il y ait des sociétés qui seront respectueuses et d'autres qui ne le seront pas, ça va créer automatiquement des sociétés qui seront qualifiées pour faire du business avec vous et d'autres qui vont être éjectées du système. Donc ceux qui vont courir pour appliquer le RGPD dans ses moindres nuances, etc., qui ont bien compris l'intérêt de la chose, même si ça s'impose à eux, même si ça suppose beaucoup d'investissements, de ressources humaines et de ressources financières et du temps et de l'organisation, etc. Mais au moins, demain, quand les gens au sens large, quand les entreprises choisiront des fournisseurs de services, etc., il y en aura qui auront c'est comme un label, quoi. Vous avez le label rouge, ça veut dire que lui, il est respectueux. Et l'autre qui est sorti 1 ou 2 fois dans les journaux, ça veut dire qu'il n'est pas respectueux. Et donc, ça va faire aussi un tri dans le marché, dans ceux qui fournissent les bons services et ceux qui essayent mais qui n'y arrivent pas, ou qui ne mettent pas les moyens, ou qui se disent c'est pas grave, on vivra quand même sans, etc. Oui. Moi j'ai une question, c'est si l'entreprise qui est RGPD, qui suit le RGPD, mais qui subit une attaque au-delà de... Enfin, qui subit vraiment une attaque. Qui subit une attaque, ok. Ouais. Alors, ça arrive les attaques. Ça arrive. Je ne suis pas la CNIL, je ne suis pas l'une de ces CNIL des 28 ou 29 pays. Donc ce que je vais dire, je n'ai pas fait droit, j'ai fait informatique. Je suis désolé, personne n'est parfait. Donc ce que je vais dire, voilà, ce n'est pas parole d'évangile. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va regarder comment vous avez traité les choses. Est-ce que vous avez appliqué l'état de l'art? Est-ce que vous n'avez pas lésiné sur les moyens pour mettre en place des sécurités croisées, des sécurités que vous auditez 1 fois par an, 2 fois par an, pour contrôler les postes? Est-ce qu'ils sont à jour? Est-ce qu'ils sont patchés en temps et en heure? Est-ce que vous avez tous les patchs à jour sur les OS? Vous voyez ce que je veux dire? On va vérifier tout ça. Si tout ça est bon, après, c'est faute à pas de chance. Vous allez payer quelque chose parce que, bien sûr, vous allez payer, mais on ne va pas vous ruiner parce que ce qui vous est arrivé peut arriver à n'importe qui, du département de la Défense jusqu'à la boucherie sans eau en face. Donc tout le monde, un jour ou l'autre, peut passer par là. Et donc il n'y a pas de... Enfin, c'est une lutte contre la menthe en matière de sécurité. Mais le but du RGPD n'est pas d'insister, même s'il y a un volet sécurité qui est très très fort. C'est-à-dire que là, il va falloir être très sérieux sur la manière de gérer les données dans les systèmes. Et aujourd'hui, les solutions existent. On va peut-être en parler tout à l'heure. Le chiffrement et ce genre de choses. Donc ça existe. Ce n'est pas des technologies naissantes, ce n'est pas de la science-fiction. C'est très concret. Il suffit d'appliquer les 2 ou 3 bons principes de base. Et puis normalement, on est à l'abri des grosses attaques. Oui. Alors, il y a 2 choses sur les newsletters. Donc, si vous avez obtenu mon consentement de façon licite, loyale et transparente, du style « je souscris à un service chez vous » et vous allez m'envoyer une newsletter qui concerne, je dis n'importe quoi, les avions, les bateaux, etc. C'est ce que je veux et c'est ce que vous allez m'envoyer. Jusque-là, il n'y a pas de souci, tout va bien. Maintenant, si je commence à recevoir des promos sur les voitures, les télécouleurs, les 4K, les 5K, les 6K, les 7K, les 8K, là, ça ne va plus, on ne joue plus là. D'accord? Donc, je ne veux pas être spammé, je ne veux pas qu'on perde de ma bande passante, je ne veux pas qu'on encombre ma boîte aux lettres, je ne veux pas tout ça. D'accord? Et c'est là où les newsletters, c'est compliqué. C'est parce que, effectivement, pour être propre, il va falloir appliquer un certain nombre de règles. Il va falloir demander le consentement. Et si quelqu'un a souscrit à je suis un site, je suis dans les médias et je suis beaucoup dans les voitures. OK. Et là, ça marche, ça cartonne, j'ai 10 000 abonnés par jour. Super. Et je me dis, tiens, pendant que j'y suis, au lieu de faire que de la voiture, je vais faire aussi des avions. Puis je vais faire des bateaux. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Si les gens se sont inscrits chez moi, c'est pour recevoir des informations sur les avions. Je ne peux pas demain les encombrer avec de l'information sur d'autres sujets pour lesquels ils n'ont pas dit oui, je le veux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
je vais essayer de défiler. J'ai essayé de le faire un peu façon, comment dire, par le menu, un certain nombre de thématiques. Donc je vais essayer de papillonner comme ça de l'une à l'autre. Essayez de garder vos questions pendant 10 minutes. Je vais faire un petit sprint là et je vous reprends juste à la sortie. Ça vous va? Et vous allez voir que ça va tranquillement, ça va se mettre en place. Donc, données à caractère personnel. J'ai donné plus ou moins un aperçu tout à l'heure. Donc, nom, prénom, adresse, âge, date de naissance, parents, enfants, conjoint. Et tout ça, c'est ma donnée personnelle. Où est-ce que j'habite, c'est de la donnée personnelle. Ma voiture, ma plaque d'immatriculation de ma voiture, ma consommation d'électricité. Tout ça, c'est des données personnelles qui définissent une partie de moi. Et l'ensemble définit moi-même. D'accord? Ça peut être aussi un moi orienté finance, combien je gagne, combien je dépense, où est-ce que je vis, qu'est-ce que j'achète, etc. Ça peut être qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je consomme comme télé, chaîne, news, papier, journaux, bouquins, etc. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des articulations qui sont des données à moi. Et celui qui détient ces données peut les utiliser, entre guillemets, contre moi pour me vendre des services dont je n'ai peut-être pas envie. En tout cas, je ne veux pas qu'ils viennent en espionnant comment je vis pour venir me présenter une voiture, un vol, un voyage, etc. Donc ça, c'est les données personnelles. Et donc il y a un chapitre qui parle de ça, enfin un article qui parle de ça, mais il n'est pas assez précis. Normalement, on attend une loi en France, par exemple, qui va essayer de préciser un peu ce qu'on entend par données personnelles. Parce que les entreprises, un email, est-ce que c'est une donnée personnelle? Alors aujourd'hui, on est d'accord que c'est une donnée personnelle. L'IP, est-ce que c'est une donnée personnelle? Bah oui, ça le devient. Mon IP avec laquelle je me connecte de chez moi, elle est personnelle. Donc tout ce que je fais sur Internet avec cette IP-là, on peut demain dire, d'ailleurs il y en a, ils ne se sont pas gênés, il y a des business models qui se sont montés là-dessus. Vous allez sur un site A, un site B, un site C, un site D, etc. avec la même IP, ils savent le site A, C que vous cherchiez un vol sur Barcelone. Quand vous arrivez sur le site F, il va vous vendre du Barcelone. Parce qu'il a chopé votre IP. Donc il sait que vous cherchez à un moment donné du Barcelone. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça c'est interdit maintenant, c'est fini. Et donc l'IP devient une donnée personnelle. Les données de géolocalisation deviennent aussi de la donnée personnelle. Donc tout ça, c'est de la donnée personnelle. Une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, après on peut jouer. C'est-à-dire que celui qui veut de la donnée, il faut qu'il me dise qu'est-ce qu'il veut faire de manière licite, comment il compte traiter cette donnée, et comment je peux donner ou pas mon accord sur chacun des étages de ce qu'il veut faire, d'accord? Et que ça, mon accord que je donne aujourd'hui, il n'est pas pour jusqu'à la fin des temps. Je peux demain matin ou dans 2 minutes changer d'avis. Et il faut que quand je décide de changer d'avis, il faut que ça soit effectif. C'est pas on a perdu les données, on ne sait pas comment vous désinscrire, ou revenez plus tard, ou on est fermé pour l'instant, ou ça n'a pas marché la dernière fois, réessayez parce qu'on a eu un bug. Tout ça, c'est des fausses excuses qui ne marcheront pas. Attention. Hein. Là, je rappelle le 20 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça commence à parler. Le 20 millions, il ne va pas tomber du ciel. Il va être la conséquence d'une suite de décisions qui ne sont pas allées dans le sens du RGPD. Il y avait une question. Justement par rapport à ça, qui est l'autorité qui va vérifier, par exemple, disons que je... Non mais oui, d'accord, mais si, par exemple, moi je suis Facebook, on me demande, un utilisateur me demande d'effacer ses données. Bon, je lui enlève l'accès à ces données, ça ne veut pas dire qu'elles sont effacées. Qui va venir chez moi, dans mes serveurs, fouiller dans mes données chiffrées? Vous êtes Facebook ou vous êtes quelqu'un d'autre? Je suis Facebook. Salut, ça va les gars? On va vous le demander, on va vous le suggérer, on va vous le suggérer fortement, mais on ne peut pas venir. Enfin, la loi européenne ne s'applique pas dans un data center s'il est en Californie ou. Mais même en France. Si. C'est-à-dire qu'en France, c'est-à-dire qu'en tant que Facebook, je suis obligé d'avoir des données non chiffrées sur mes utilisateurs, donc leurs photos. Alors attention, chiffré n'a rien à voir avec RGPD. Chiffré dans un but précis. Chiffré, vous allez chiffrer des données pour que le soir, quand elles sont sur les serveurs, si quelqu'un vole un serveur, il ne peut rien en faire. Oui, ça, c'est chiffré, d'accord? Chiffré, c'est dans la communication. Quand vous et le site, vous faites vos transactions pendant une seconde ou pendant toute la nuit, on ne sache pas qu'est-ce que vous faites. Et donc, on ne peut pas utiliser des données de cette transaction. Le fait que vous regardiez des films de ce type-là ou d'un autre, on ne peut pas l'utiliser contre vous ou pour vous vendre des choses. Vous comprenez? Ce que vous faites là est privé. Personne ne peut rentrer dans cette communication-là. Ça, c'est le chiffrement. D'accord? Donc, le RGPD, vous voyez, c'est à la limite, il y a la protection, enfin, à la limite, à la bordure du RGPD, il y a la protection des données. Et l'une des mesures de protection, c'est le chiffrement des données, le chiffrement des communications, le chiffrement de ce qu'on stocke, des archives, des sauvegardes, par exemple. Oui, donc si moi je sauvegarde toutes mes données en double sur tous les utilisateurs de Facebook, oui, elles seront chiffrées.
Je ne donnerai pas Je la ne sais clé pas à si l'autorité de certification. Je ne sais pas si elles seront chiffrées. Il faudra poser la question à la personne qui fait ce traitement. Donc, en quel cas elles sont à la Alors, à la s'il merci est d'un- sous juridiction européenne, on pourra demander à aller auditer les serveurs et à vérifier si oui ou non c'est chiffré. Et si c'est pas chiffré, c'est le deuxième étage, c'est en bas, c'est 10%, c'est 10 millions ou 2%. C'est-à-dire que vous n'avez pas de violation de données, d'accord? On n'a pas encore volé, mais potentiellement vous êtes à risque et en tout cas vous n'avez pas géré correctement cette partie-là. Et rien que pour ça, vous pouvez être à l'amende. Alors, autre changement de paradigme entre avant le RGPD, donc avant le 25 mai, et aujourd'hui, après le 25 mai, c'est qu'avant, en France, on a la CNIL, et pour la CNIL, quand vous deviez faire un traitement avec des données personnelles, vous deviez déclarer ce fichier. Avant, on avait la notion de fichier. Vous deviez déclarer un fichier. Un fichier, c'est dès lors que vous avez les noms de personnes, etc. Peu importe, ça peut être la liste des médecins, la liste des pilotes, la liste des institutrices, instituteurs, etc. Vous avez des listes, vous devez déclarer cette liste en France. C'était les anciennes lois de 78 et qui ont été à l'origine de la CNIL. Aujourd'hui, on ne raisonne plus en termes de liste. Aujourd'hui, on raisonne en termes de traitement. C'est-à-dire vous avez des données et qu'est-ce que vous faites de ces données? Quel type de traitement? J'ai un slide normalement où je parle des traitements. Et vous allez voir, le traitement, c'est très très vaste aujourd'hui. Donc traitement, c'est tout ça. Collecte, stockage, extraction, consultation, migration, consolidation, nettoyage, modification, exploration, sauvegarde, archivage, diffusion. Et la liste, elle n'est pas finie, elle continue. Donc tout ça, c'est des traitements. Donc avant de faire le moindre traitement, vous devez vous poser la question, quid du RGPD? Est-ce que je suis conforme? Oui. Ouais, justement, j'ai entendu parler d'un poste qui allait se créer suite à ça, qui serait le délégué de la protection des données personnelles. Absolument. À quel moment il intervient? Et ben maintenant, c'est le bon moment, par exemple. Alors, comment ça intervient? Donc, le sujet est vaste. Vous avez vu là, on vient à peine d'effleurer ou d'ouvrir la première page. Le sujet, il fait à peu près 99 pages. Donc, si vous êtes une société qui gère des données personnelles en masse, qui représente des risques, vous devez absolument avoir un DPO, ça s'appelle Data Privacy Officer, en anglais, délégué à la protection des données, DPD. Parce que lui, il sera un peu celui qui connaît bien l'univers du RGPD et qui va conseiller l'entreprise, donc tous ses collègues des ressources humaines, du marketing, du commerce, etc., pour savoir s'ils peuvent ou pas faire certains traitements et quelles sont les précautions à prendre et quelles sont les mesures à mettre en place pour s'autoriser à faire ce traitement. Et c'est celui qui dira, par exemple, avant de commencer un nouveau traitement, je ne parle pas de l'ancien, on va y venir tout à l'heure, mais s'agissant de mettre en place un nouveau traitement, ça va être, par exemple, voilà, il y a une société qui nous propose de croiser le fichier de Facebook avec les campagnes d'Instagram pour, je dis n'importe quoi, offrir des bons de réduction sur 10 heures. Allez, un petit peu de pub. Et bien, avant de faire ce traitement, le DPO va regarder un peu de quoi il s'agit, qui sont ces gens-là, est-ce qu'ils ont donné un consentement pour qu'on utilise des données de ce type-là pour les mettre sur un autre marché, pour obtenir d'autres types de services, etc. Et eux va les conseiller, va leur dire, attendez, vous n'avez pas l'autorisation pour ça. Donc il vaut mieux revenir vers tous les utilisateurs pour leur redemander un nouveau consentement parce qu'on va faire un nouvel usage de leurs données. Vos données, elles sont chez un prestataire. Je ne sais pas où sont stockées ces données. Dans son contrat, il ne dit pas où est-ce qu'elles sont. Est-ce qu'elles sont en France, en Italie, en Espagne, au Liechtenstein vous voyez ce que je veux dire? Et donc, il va passer tout ça au crible et il va vous dire, attention, là, c'est chaud, là, c'est bien, là, c'est cadré, là, il faut signer un contrat, là, il faut mettre des amendes, et ainsi de suite. Une fois que tout ça tient la route, à ce moment-là, vous pouvez passer à la phase, OK, c'est OK maintenant côté légal. Maintenant, on peut commencer à coder, on peut commencer à développer le service et à le vendre. Et donc, pour ça, la CNIL, par exemple, elle a un outil qui est génial qui s'appelle le PIA, donc Privacy Impact Analysis. Vous allez sur leur site, je vais essayer de le mettre aussi sur les slides, et vous avez un outil qui va vous permettre de capter l'usage et de voir et de vous guider un peu dans l'analyse des risques qu'il y a derrière ce traitement. Et donc, si à la fin, le résultat de toutes ces analyses, est-ce que les données sont bien stockées, est-ce qu'on a eu des consentements, est-ce que le consentement il est objectivé, est-ce qu'il est récent, etc. Une fois que vous allez répondre à toutes ces questions à travers un mécanisme qui va vous aiguiller, vous allez aboutir à la case oui, ou alors oui, mais il reste encore des choses à faire parce que vous n'êtes pas tout à fait prêt, ou alors c'est carrément niet. Et donc, quand c'est niet, n'y allez pas. N'y allez pas parce que c'est là où vous êtes exposé. C'est-à-dire vous le savez avant même de commencer à traiter, avant même d'avoir les premières plaintes ou les premiers auditeurs qui vont faire toc-toc, on vient regarder vos serveurs. Avant même de faire tout ça, vous le savez, vous avez les moyens de connaître la réalité aujourd'hui parce que tout est décrit dans les textes. Et donc le DPO,
pour répondre à la question, eh ben, c'est celui qui sera le porte-parole et c'est celui qui sera le guide pour amener l'entreprise dans un terrain qui est vert, qui n'est pas rouge, dangereux, qui est vert, sain. Alors, il n'est pas certifié pour l'accès aux données. Lui, il va juger l'organisation, les moyens techniques, la sécurité, qui est responsable de quoi, est-ce qu'on a des procédures. Il va s'assurer que tout tient droit. Il n'y a pas de trou dans la raquette. Lui, personnellement, il n'a pas besoin d'avoir accès à toutes les données. Il en a que faire. S'il vient d'une branche juridique, il n'a que faire de scruter une base MySQL. S'il vient d'une branche marketing, il n'a que faire de savoir que c'est 36 serveurs ou des VM ou des Docker. Ou ce genre. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas son souci. Lui, il dit, si la donnée elle se trouve là, il faut qu'elle soit chiffrée. Ah, c'est un prestataire. OK, donc le prestataire, est-ce qu'il a accès à la donnée ? Ah, ça c'est chaud. Non, il vaut mieux mettre la donnée. Il vaut mieux que lui-même s'interdise, par exemple, l'accès aux données. Est-ce que je peux tracer quand quelqu'un accède à une donnée ? Alors, si j'ai pas les traces, il va dire, c'est-à-dire que si on se fait voler demain, on ne saura pas. Donc, il vaut mieux mettre des traces. Donc, on va mettre des, vous voyez ce que je veux dire, des sondes, ce genre de choses. Et donc, lui va compléter le dispositif pour que, d'un point de vue business, ça parle, parce que l'entreprise, c'est ce qu'elle a envie de faire, mais que d'un point de vue RGPD, on soit clean, on soit propre et on soit taillé avec les bonnes mesures, avec les bonnes procédures et les bons contrats pour bien gérer ce risque-là. Parce que, ne vous trompez pas, enfin, c'est comme ça, en tout cas, qu'il faut le voir. Gérer de la donnée de personnes, surtout quand c'est en masse, quand c'est des milliers, des millions, etc., c'est un risque. Donc, posez-vous la question, est-ce qu'on a la taille, est-ce qu'on a les épaules pour gérer ce risque ? Donc, si ce n'est pas bien géré, éloignez-vous de ce terrain-là. Ce n'est pas bon. Ça va finir un jour par sortir. OK ? Je continue. Normalement, j'y arrive. Responsable de traitement. Notion très importante. Derrière un traitement, donc quel que soit le traitement, ça peut être, voilà, moi j'ai une société dans laquelle les gens viennent sauvegarder leur truc. Donc j'ai une solution de backup. Mon traitement, c'est quoi ? C'est stocker, backuper les données des entreprises. C'est ça mon traitement, d'accord ? Donc les données qui vont arriver chez moi, il faut que je sois à même de pouvoir les traiter correctement. Donc gérer les risques, donc ne pas me faire voler les données, pas tomber en panne pendant 6 mois, et dans ce cas-là, les sociétés n'ont pas accès à leurs données, etc. Donc il y a toujours un responsable d'un traitement. Après, il y a des sous-traitants. Le responsable d'un traitement, hop, c'est dit ici, c'est celui qui va, c'est une personne physique ou morale, donc c'est une personne humaine ou une société, qui détermine qu'est-ce qu'on fait, quelles sont les finalités, et qui met les moyens. Et qui dit, et moi je paye pour ça. Ou j'achète 3 serveurs ou 20 et 2 gigas de bande passante et ainsi de suite. Donc c'est celui-là, le responsable. Et donc lui, c'est lui qui a des obligations envers la personne qui est concernée par les données. Donc si demain il y a un pépin, on va se retourner contre le responsable du traitement. Donc typiquement, vous avez une société, vous vendez des services de je ne sais quoi, vous vendez des livres, et vous mettez toutes les données chez un fournisseur de services de type Sage, SAP, Salesforce, etc. Vos données sont là-bas. Il faut que cette personne-là, qui est un sous-traitant technique, vous apporte la bonne assurance pour gérer correctement et avec la bonne sécurité les données de vos clients. Donc lui, il est sous-traitant technique. Pourquoi on fait tout ça ? C'est vous, responsable du traitement, qui savez. Qu'est-ce que vous faites de ces données et pourquoi ? Et donc, c'est vous qui allez estimer le niveau de risque et qui allez mettre un chèque sur la partie « je sécurise, je mets des procédures et je mets des garde-fous ». Donc, c'est le responsable du traitement qui sera là, qui répondra aux amendes. Par contre, en cas de souci, s'il y a une brèche, s'il y a vol de données, s'il y a panne de données, le responsable du traitement et tous ses sous-traitants seront tous alignés. Et il faut tous qu'ils coopèrent ensemble avec l'autorité en question qui vient investiguer qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on en est là aujourd'hui. Et donc, ce n'est pas genre juste le responsable, il va tout seul au tribunal et les autres, ils disent nous, on gère des serveurs, on ne sait pas ce que... Non, il faut qu'il soit là-bas parce qu'il faut qu'il assiste. Après, ils ont un devoir d'assistance mutuelle. Ça peut être lui, il est responsable, il a fait, on va dire, le mauvais traitement parce que ce n'était pas cadré. Ou alors, ça peut être son sous-traitant, il s'est fait voler les données, il s'est fait gruger ses serveurs, etc. Et donc, il vient aussi assister son responsable. Mais qui est responsable vis-à-vis de celui qui a donné ces données personnelles ? C'est le responsable du traitement. Et donc, c'est lui, in fine, qui va payer les pots cassés. Alors, lui, il peut se retourner contre son sous-traitant pour dire « vous n'avez pas sécurisé comme il fallait, etc. etc. » Mais d'un point de vue texte de loi, celui qui
en ligne de mire, c'est le responsable du traitement. C'est lui qui doit tout. Et c'est lui qui porte la responsabilité de mettre en place les bons process, la bonne sécurité. Je vous ai perdu, vous êtes encore là? Donc, ça, c'est un bon élément pour savoir qui est responsable, qui est sous-traitant, qu'est-ce qu'il fait. Donc, le responsable, c'est celui qui veut faire des choses avec les données. Donc, il sait ce qu'il veut. Et le sous-traitant, c'est celui qui peut traiter la donnée. Donc, je veux pouvoir capter tous ceux qui ont envie d'acheter une Tesla. OK, et quelqu'un, il a une solution performante de tri, de table, etc. Et je vais acheter sa solution. Donc moi, je sais pourquoi je veux par rapport à Tesla, mais lui, il est bon dans son tableau et dans le fait qu'il trie très très vite beaucoup de données. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est moi qui vais définir mon besoin. Lui, il est là juste pour fournir sa solution technique. Et bien sûr, vous connaissez 3 grandes familles on va dire, de données. Vous avez les données qui sont de type salarié. Donc les entreprises ont des données personnelles de leurs salariés. Donc c'est déjà une première catégorie. Donc l'entreprise doit protéger les fiches de paye, doit protéger les déclarations sociales. Donc il est marié avec qui, il a combien d'enfants, etc. Tout ça, c'est de la donnée personnelle. Donc l'entreprise, vous voyez, quelle que soit sa taille, doit protéger ces éléments-là. On ne peut pas les poser sur un comptoir ou sur un tableau accessible à tout le monde. Plus, après, s'il y a des maladies, s'il y a, etc., tout ça, c'est de la donnée personnelle qui se doit d'être gérée quand même sérieusement. Deuxième catégorie, ce sont les clients. Donc tous mes clients, je dois garder quand même précieusement leurs informations comme si c'était les miennes et bien les sécuriser et les traiter convenablement. Alors avant, les clients, c'était quoi? C'était un numéro de bon de commande, des chèques et des paiements. Mais aujourd'hui, vous voyez bien qu'en termes de clients, vous êtes abonné à 36 000 services et vous avez des emails partout et des souscriptions et des bouts de code et des bouts de services, etc. Et vous êtes client de tous ces gens-là. Donc tous ces gens-là doivent gérer vos données personnelles, ce que vous faites de ces services-là, doivent les gérer convenablement. Et après, vous avez les prospects. Et alors, chose intéressante aussi, autant eux, ils gèrent cette population, autant lui, le sous-traitant, il gère un contrat vis-à-vis d'un client. C'est-à-dire que lui, il ne les connaît pas. Il ne sait même pas qui c'est, pourquoi ils sont là. Lui, il a un service, je reprends mon exemple de celui qui a le super service performant pour trier les données dans tous les sens. Lui, il a une solution technique, il fait un contrat avec un utilisateur, avec une société, pour trier leurs données. Qu'il lui ramène du prospect ou du client ou du salarié, lui, c'est pareil ou même. Hein. Donc lui, il ne connaît pas. Celle-là, je ne la vois pas, mais je vais la deviner. Oui, qui cela concerne-t-il? Donc on a parlé de l'Europe. Et des exemples donc, de données, vous en connaissez. Hein. Dans les salariés, vous avez des fiches de paye, des arrêts maladie, les services du CE, ce que vous achetez, etc. Pour les clients, commandes, carte bleue, factures et autres. Pour les prospects, vous avez les identifiants, les CVTech, les emailing, les cookies, les IP qui traînent et ce genre de choses. Et dans ces traitements, j'espère qu'on va y arriver bientôt, vous avez les traitements avec consentement et les traitements sans consentement. C'est quoi? Alors ça, c'est une notion, pareil, très très importante. Vous avez des traitements pour lesquels la personne ne doit pas vous demander votre consentement. Exemple, vous voulez adhérer à une bibliothèque, vous allez leur donner votre pièce d'identité, nom, prénom, adresse, etc. Donc ces données, vous leur donnez et vous n'avez pas besoin de consentir à ce qu'ils les utilisent. Parce que pour aller dans la bibliothèque, il leur faut ça. D'accord? Donc c'est un traitement sans consentement. Pourquoi? Parce que pour exécuter un contrat ou une obligation légale, ou pour la sauvegarde d'intérêts vitaux, ou pour une mission d'intérêt public, on a besoin de ces données-là. Donc vous nous les donnez et on ne vous demande pas votre avis. Si vous voulez, vous postulez et vous donnez ces données-là et vous ne revenez plus dessus. Maintenant, là où on va vous demander votre consentement, c'est sur la newsletter. Je dois donner mon consentement. Et quand j'ai donné mon consentement pour une newsletter chez X, Y ou Z, c'est pour ça et pas pour autre chose. C'est pas un jour je souscris, alors comme par hasard, je souscris à un service de newsletter ou j'achète un nouveau service comme ça, gratuit ou pas sur Internet, et le lendemain, je suis bombardé de promotions en tout genre sur des produits que je vais jamais acheter. Donc là, c'est pas bien, parce que là, il ne m'a pas demandé mon consentement sur les autres usages qu'il allait faire de mon email. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et le consentement, bien sûr, quand il est requis, il n'est pas acquis ad vitam aeternam. Il n'est pas acquis pour toujours. Je le donne maintenant parce que je veux bien, et je peux me réveiller le lendemain matin et l'arrêter. Comme je peux me réveiller que dans 10 ans, ou comme je peux ne jamais l'annuler. Donc, ça joue dans les deux sens. Je peux souscrire facilement et je peux me désinscrire aussi facilement.
comme usager, vous allez pouvoir vous retourner. Pardon. Vous allez pouvoir vous retourner contre la CNIL, par exemple. En France, la CNIL représente le RGPD. Chaque pays a son propre organisme qui va représenter le RGPD par rapport à ce pays-là. Donc en France, vous allez pouvoir vous tourner vers la CNIL pour leur dire lui, il n'applique pas ma volonté. J'ai voulu me désinscrire et il continue de m'envoyer. Et la CNIL ira faire alors c'est la CNIL où elle mandatera quelqu'un pour le faire. C'est-à-dire qu'il y aura un peu comme pour les contrôles techniques, vous avez des organismes habilités, certifiés, qui, eux, peuvent faire les contrôles techniques sur les voitures. Et donc la CNIL va habiliter un certain nombre d'organismes à faire des contrôles. Et donc ça va se multiplier. Et donc ces sociétés-là seront auditées. Et celles qui ne respectent pas, elles seront vite pointées du doigt. Et je peux vous assurer qu'elles ne vont pas rester longtemps. Parce que les amendes vont tomber. Oui. Alors, je ne sais pas ce que vous pouvez gagner. Le but, c'est pas de gagner. Le but, c'est de protéger vos intérêts. Oui, je réponds à votre question. C'est juste qu'il y a 2 étages. donc, vous avez, comment dire, vous devez défendre vos droits. Et dans la défense de ces droits, il peut y avoir des dommages et intérêts. Ça peut être anodin. Ils ne m'ont pas désinscrit en temps et en heure. Bon, ils m'ont spammé. J'ai reçu encore 300 l'année dernière. OK. Ça, c'est pas bien, mais c'est anodin, entre guillemets. Par contre, le système est tombé en panne et le gars était sur une table d'opération et on avait besoin de ses données médicales et on ne les a pas eues en temps et en heure et on n'a pas pu le sauver. Et là, il est mort. C'est pareil. Newsletter, accès aux données, c'est pareil pour le RGPD. Alors certes, il y a des degrés de criticité, on est d'accord. Mais pour vous dire le sérieux avec lequel vous devez traiter les choses, le législateur, il va dire, vous traitez de la donnée, donc il faut la traiter sérieusement. Alors si, en plus, c'est une donnée qui est vitale, là, j'espère que vous avez bien mis ceinture, bretelles et tout ce qui va pour que... Parce que si la donnée, elle a été... donc là, on n'a pas respecté. Donc ça veut dire que votre droit n'est pas... Vous ne pouvez pas l'exercer, en fait, tout simplement. D'accord ? Mais dans l'autre cas, la donnée n'est plus accessible. Or, vous, si vous avez souscrit un service, si vous êtes rentré dans un hôpital pour, etc., c'est pour qu'on gère vos données, donc y compris vos données médicales, vitales, pour vous soigner. Et non pas pour qu'à un moment donné, du fait de l'absence de ces données, vous subissiez des conséquences de cette situation-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, si les données sont manquantes, c'est une faute. C'est aussi une violation. Si demain, par exemple, quelqu'un se fait voler son fichier client, on va considérer que c'est comme si on l'avait posé sur la place publique. C'est les mêmes conséquences. Les gens n'ont plus le service qu'ils attendent, tout simplement parce qu'ils ont perdu leurs données. Oui ? Alors oui, quand c'est légitime, on est d'accord. Par exemple, vous ne pouvez pas demander aux impôts d'effacer toutes vos données. Moi, j'aimerais bien, mais ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez, par exemple, je sais pas moi, vous avez eu un épisode de santé, vous avez été confronté à des difficultés, etc., à des maladies, et après, vous pouvez revenir 2 ans plus tard, parce que tous les ans, ils vous envoient du courrier, je sais pas moi, pour je ne sais quelle occasion. Vous pouvez dire un jour, écoutez, c'est fini, moi, je veux que vous retiriez mes données de chez vous. Voilà, c'est légitime, vous avez le droit de le faire. Alors ça, c'est très intéressant. Alors, ce n'est pas les données des archives, c'est toutes les données, en fait. Il n'y a pas de archive ou pas archive. Une donnée qui est à vous, c'est une donnée qui est à vous. Qu'elle ait 20 ans ou 200 ans d'âge, n'intervient pas, d'accord ? Donc, vos données, c'est vos données. Et là, vous avez un principe qu'on appelle la portabilité. Donc, si vous avez des données personnelles que vous avez fournies à un fournisseur de services pour un service donné, et que demain, vous changez d'avis, vous allez être chez un autre, lui, il ne peut pas bloquer vos données. Et c'est lui qui va se charger de vous, soit vous les donner, soit les donner au nouveau, dans un format compréhensible, clair, etc. Il ne peut pas vous les donner dans un langage qui n'existe que chez lui, parce qu'il a été inventé maison. Il se doit de les mettre dans un standard du marché, on va dire,
XML, JSON, peu importe, etc. Il se doit d'avoir quelque chose d'utilisable. Il ne peut pas se venger, entre guillemets, en disant « Ouais, mais c'est dans un langage Klingon, il n'y a que 3 mecs chez nous qui savent faire ça, etc. » Donc, c'est la portabilité des données, et donc on ne peut pas séquestrer vos données. Alors, attention, c'est uniquement sur des services où vous pouvez passer de l'un à l'autre. Vous ne pouvez pas aller des impôts vers la France par rapport à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que ça ait du sens aussi. Ça dépend. Alors, c'est pas marqué comme ça dans la loi, parce que c'est pas la loi, ça. Ça, c'est les humains qui vont s'entendre entre eux. Certains diront, ben, nous, on va mettre en place un service d'export des données classiques. Donc, il suffit que, je sais pas, moi, je prends un exemple. Vous êtes chez Spotify et vous voulez migrer vers Deezer. Et vous allez dire à Deezer, ben, allez récupérer mes données, ils sont chez Spotify. Et Spotify et Deezer, ils se sont mis d'accord pour avoir des guichets de service en disant, ben, écoutez, on a les mêmes personnes, ils peuvent bouger, on va pas jouer à leur faire mal. On n'a qu'à s'entendre entre nous, comme ça, les utilisateurs, ils sont toujours bien bichonnés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ce cas-là, vos données sont portables. Soit ça passe par vous, soit s'ils sont intelligents, d'un point de vue business, encore une fois, ils sont capables de se mettre d'accord entre eux pour avoir des passerelles comme ça où ils peuvent se passer des données. Oui? Pour? Oui. Vous pourriez lui passer le chatbot, oui. Comment dire? En gros, dans les chatbots, on peut pour la plupart s'abonner à une sorte de newsletter, mais qui est envoyée sur les chats. Et par exemple, si on prend l'exemple de Messenger, donc un chatbot sur Messenger, donc on peut s'inscrire à une newsletter, mais ça ne nous donne pas forcément la possibilité de mettre un opt-in dessus, ou voilà, une case à cocher ou autre. Du coup, comment ça se passe au niveau du RGPD Alors, au niveau du RGPD, la notion qui est en relation avec cette question-là, c'est c'est le fait que vous puissiez à un moment donné refuser qu'un traitement vous concernant soit appliqué de manière automatique par un automate, quel qu'il soit, sans intervention humaine. Exemple, vous passez des examens, puis c'est un robot qui décide, lui il passe pas. C'est pas la moyenne, c'est autre chose, d'accord? Mais il n'y a que le robot qui connaît la règle. Et c'est le robot qui va décider, bah, lui il passe et elle passe pas, ou elle passe et lui il passe pas. Ça c'est interdit. Vous pouvez dire, je suis contre, et ils doivent faire réintervenir un humain pour la décision. Alors, ça c'est dans le RGPD. J'ai pas trop compris pour le coup. Alors je vais le refaire en français. De temps en temps je parle un peu langue étrangère. Si vous faites l'objet d'un traitement automatique de type robot, AI, you name it, comme on dit en anglais, vous citez la liste, il n'y a pas de souci. Si vous estimez que vous avez été lésé, même pas, vous estimez que le traitement n'est pas fair, n'est pas juste, merci, vous pouvez refuser ce traitement en disant « Vous avez appliqué un traitement automatique, le RGPD me donne le droit d'annuler ce que vous venez de faire et donc vous devez faire intervenir un humain. » Ok. Ah, j'ai pas trop zoomé sur la question, j'ai pas suivi. Ça fait très longtemps que j'ai passé le bac. Okay. Ouais. Oui. Alors, c'est pas ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est que les candidats postulent et les écoles, les universités, etc., décident qui elles prennent ou pas. Ce n'est pas des algorithmes. Ça dépend. Alors, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas un spécialiste et je peux me tromper, il n'y a pas de souci et je vous le dis d'emblée, d'accord? Par contre, si je devais me hasarder à donner des hypothèses, l'algorithme, il fait du triage, mais pas de la sélection. Je m'explique. Voilà. Donc l'algorithme, il va, vu votre parcours, vu vos notes, etc., il va vous aiguiller vers ça, parce que vous avez plus de chances d'être dans votre domaine, entre guillemets, que d'aller postuler ailleurs où vous n'allez pas rentrer dans les cases. Donc c'est du triage. Mais vous pouvez toujours, humain, vous réadresser à qui vous voulez. Maintenant, en face, c'est un humain qui va décider de vous prendre ou pas. Et encore une fois, je ne connais pas le cas précisément de ce que j'en ai entendu. Oui. Et alors, pareil.
on va l'appliquer. Si quelqu'un estime qu'il a eu droit à un traitement automatique et que c'est pour ça qu'il n'a pas eu les écoles qu'il voulait, il peut toujours invoquer le RGPD et aller demander des comptes. Par contre, il faut qu'il soit juste. Parce que s'ils l'ont fait par un traitement humain, est-ce que j'ai répondu à ta question sur les chatbots? Moi, c'était plus au niveau d'un abonnement. Savoir qu'il y avait vraiment besoin d'un outil. Simplement pour l'abonnement. Alors la question c'est, je m'abonne via un chatbot, est-ce que le chatbot doit me proposer des désabonnements, etc. Est-ce que c'est le même affaire ou il y a vraiment... Alors, ok, je pense avoir saisi la question. Si je m'abonne à travers un chatbot, le responsable du traitement derrière le chatbot doit assurer les fonctions de désinscription, de suivi, de mise à jour, etc. Okay. D'accord? Je sais que Si, je viens de dire exactement le contraire. Donc, celui qui fournit le service, celui qui le vend, il a développé son chatbot. Le responsable, c'est un humain quelque part. Enfin, pour l'instant, il y a encore des humains qui pilotent des boîtes. Ça peut changer un jour. Pour ceux qui regardent Black Mirror. Et donc, cet humain qui est au bout, eh ben, lui se doit d'appliquer ça. Et donc, si quelqu'un n'est pas satisfait du traitement qu'on accorde à lui, donc à ses données, enfin, et indirectement, et vice-versa plutôt, eh ben, il peut se retourner contre la personne pour dire vous faites quoi là? Vous avez oublié des choses? Et donc, ils se doivent de l'appliquer. Le fait que vous passiez par un chatbot plutôt que par une newsletter ou un email pour souscrire à un service, c'est juste un média, un moyen. La finalité reste la même. Vous devez passer par un opt-in. Et donc, opt-out. Enfin, l'opt-out, pardon, pour être clair, l'opt-out est toujours possible. Vous pouvez toujours vous désabonner. Oui? Non, c'est juste pour rebondir sur ce qu'il dit parce que c'est intéressant quand même. Mais du coup, par rapport aux newsletters, là, lui, il était dans le cas où il utilisait un service qui était mis en place par donc Messenger. C'est bien ça? Non? Oui. Oui, oui. Lui, il fait le chatbot, mais il reprend où c'est son. Il s'abonne à le dialogue d'abonnement. Tu peux l'appeler, s'il te plaît? Ouais. Ton chat, parce que tu disais à un moment donné, c'est via Messenger. Ton chatbot, il reprend une idée de newsletter mis en place par Messenger ou c'est toi qui mets directement en place la newsletter? Parce que c'est pas la même chose. Ouais. Voilà, donc du coup, en fait, ouais, donc ouais. Ben, en fait, les deux prennent au final, s'il y a un problème. C'est les deux, il y a deux responsables dans l'histoire s'il y a un souci, finalement. Puisque ils utilisent en gros, ils utilisent les outils de Messenger, mais la newsletter est faite par eux. Alors, d'un point de vue loi, on va voir le premier, c'est le responsable du traitement. C'est lui le premier qui est responsable, d'accord? Quand je vais les aligner comme ça, il n'y en a qu'un, le premier, celui que je vais voir. Les autres qui sont derrière lui, c'est à lui de s'en occuper. C'est à lui de, etc., etc. C'est à lui de contractualiser avec eux. C'est à lui de leur mettre des bornes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de revendre le fichier. Ils n'ont pas le droit de tomber en panne pendant 6 mois, etc., etc. C'est à lui de veiller à ces choses-là. D'accord? Mais le responsable du service, c'est le premier dans la liste. C'est la tête de file. C'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, en fait, le responsable du traitement, ça ne va pas forcément être celui qui va mettre en place l'outil. Ça va être celui qui l'utilise. Exactement. Ok, d'accord. Enfin, le responsable du traitement, c'est celui qui met en place le service. C'est celui à qui vous vous adressez pour obtenir ce que vous voulez. Donc, si c'est une newsletter, vous vous adressez à lui, à travers une plateforme. Ouais, voilà, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, quand vous vous abonnez à des services, à des jeux sur Facebook, le fournisseur n'est pas Facebook. Facebook, c'est le guichet technique. C'est comme vous allez à la FNAC et vous achetez un billet pour un spectacle. Ce n'est pas la FNAC qui fait le spectacle. La FNAC, c'est juste un guichet de vente de billets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un opérateur technique. Lui, c'est un sous-traitant technique. Celui qui vend, c'est le théâtre. Ok, d'accord. Ou le cinéma, et ainsi de suite. Donc, le responsable du traitement, c'est celui qui met en place le service. Maintenant qu'il utilise Messenger ou un autre outil quelconque, etc., c'est des fournisseurs techniques. Alors, c'est à lui, maintenant, on revient en termes de responsabilité, c'est au responsable de s'assurer que tous derrière lui, ils suivent la même ligne. Et qu'il n'y en a pas un qui va partir de travers un jour. Oui? Je sais pas comment. Il faut la lancer.
Alors oui, je pense avoir compris la question. Si la question c'est si l'entreprise estime qu'elle n'est pas assez taillée, process, moyens, etc., sécurité, tout ce qui s'ensuit, pour gérer le service, oui, il vaut mieux qu'elle dise on arrête ça parce que c'est trop dangereux. Ou que l'utilisateur est trop exigeant. Alors, utilisateur trop exigeant, c'est comment dire, c'est pas la bonne manière de voir les choses. Le niveau d'exigence du RGPD ne dépend pas du niveau d'intelligence ou du niveau d'exigence de l'utilisateur final. Non, vous appliquez le texte. Et le texte, il ne dit pas si vous avez affaire à quelqu'un de très, très, très chatouilleux, à ce moment-là, soyez clean. Mais si vous avez affaire à quelqu'un de normal, bon, vous pouvez peut-être lâcher quelqu'un. Non, le texte, il ne le dit pas. Le texte, il dit vous traitez tout le monde de la même manière. Et donc, vous devez respecter tout le monde de la même manière. Donc, être très exigeant. Alors, c'est peut-être le plus tatillon, c'est celui qui va trouver tout de suite les pannes. C'est bien possible. Mais eux, ils doivent appliquer le même traitement. Et s'ils sont professionnels de ce type de service, ben, ils se doivent de le faire correctement. Et je vais même plus loin. Ceux qui le font mal, eh ben, leurs concurrents, ils vont se dire c'est du pain béni pour nous. Parce que nous, en plus, on est RGPD compatible. Et ça, vous allez voir des labels sur des sites qui seront RGPD compatibles, sur des hébergeurs, sur des fournisseurs de solutions, de logiciels, sur des plateformes et autres qui seront RGPD. Vous voyez ce que je veux dire ? Et quand on est RGPD, on n'est pas juste RGPD. Bonjour, je suis oui, je vous jure que je suis RGPD. Non, ça ne marche pas comme ça. Je vous amène des certifications, je vous amène des documents, je vous amène des audits. Et vous avez même une clause où vous pouvez venir m'auditer. C'est-à-dire vous pouvez venir me voir, si je suis hébergeur, mon data center, mes équipes, les postes de mes équipes, les process qu'on a en interne, tous les registres des interventions de la plus petite lampe qu'on a changée jusqu'au dernier gros serveur au data center quand le truc il est tombé en panne et qu'on a rebondi en 30 secondes sur un autre site, etc. Tout ça, vous pouvez venir l'auditer parce que vous devez, en tant que responsable du traitement, vous devez vous assurer que la chaîne derrière, elle suit. Et vous ne pouvez pas vous appuyer juste sur un papier où il m'a dit que. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est votre responsabilité. Si demain, il s'avère que ce n'est pas vrai, ce n'est pas juste, ce n'est pas propre, ça ne tient pas droit, c'est votre responsabilité. Et vous ne pourrez pas vous dire « Ah oui, mais moi, je n'y connais rien à l'informatique ». Là, on va vous dire si vous n'y connaissez pas en informatique, ne jouez pas avec l'informatique. Prenez des professionnels. Et si je peux me rebondir un peu là-dessus, si en tant que société qui respecte les RGPD, on contracte avec une société qui ne respecte pas les RGPD, on se met en tort. Donc, c'est-à-dire que respecter la RGPD, ça nous oblige à utiliser que des prestataires qui respectent eux aussi la RGPD. C'est mieux. C'est mieux. Oui. C'est mieux si, en tant que vous voulez respecter, et vous avez plein de fournisseurs, aujourd'hui on fait plus soi-même l'électricité, la route et tout ça, on est d'accord. Ouais. Donc forcément vous avez des sous-traitants, des partenaires, etc. C'est mieux d'avoir des gens qui sont aussi respectueux que vous. Et donc vous allez demander des comptes à tout le monde. Et si jamais ils ne respectent pas la RGPD, on peut quand même devenir responsable, si jamais il y a un problème, des données qui sont mal utilisées par les partenaires. C'est quand même nous, responsables de traitement, qui seront responsables de ça. Donc, c'est-à-dire que, globalement, on va devoir arriver dans des chaînes où tout le monde respecte les RGPD, sinon on devient responsable de... Idéalement, ça c'est le monde idéal. Oui, voilà, oui. C'est-à-dire qu'on va commencer à partir du 25 mai, du 2016, et on va essayer d'aller vers cette voie-là qui fait que tout le monde, normalement, respecte tout le monde et ainsi de suite. Ouais. Mais ça, c'est un objectif à moyen, long terme, d'accord ? Maintenant, vous avez dit tout à l'heure, je peux me retrouver un jour en porte-à-faux vis-à-vis de celui qui... C'est pas un jour vous allez vous retrouver, vous êtes déjà en porte-à-faux. Oui, tout à fait. Si aujourd'hui, vous n'avez pas checké avec eux, vous n'avez pas vérifié, vous n'avez pas sondé le terrain, etc., c'est pas pour le découvrir un beau matin. Ah, qu'est-ce que j'entends ? Que vous n'êtes pas sécurisé ? Mais c'est pas bien, ça. Ça marche pas comme ça. Et donc, le RGPD, il dit, d'emblée, vous devez commencer à vous poser toutes ces questions. Et peut-être juste un dernier thème. Je crois que j'ai abusé de votre temps, non ? En tout cas, merci pour toutes ces questions. C'est du pain béni pour moi. Pour savoir si vous êtes conforme ou pas, vous devez établir la conformité vous-même. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui va venir un jour vous dit « Toc, toc, je viens auditer si vous êtes conforme ». Vous devez l'avoir fait avant. Quand je dis avant, c'est maintenant. C'est hier, c'est avant-hier, depuis le 25. D'accord ? Donc, vous n'attendez pas que quelqu'un vienne dire « Bonjour, RGPD, contrôle ». Elle dit, ah zut, il va falloir qu'on prépare des trucs. Alors oui, il y avait des trucs à faire, puis des procédures. On doit faire la liste des traitements. Il suffit qu'on demande à la comptable, peut-être ils vont nous... Alors ça ne marche pas comme ça. Donc si vous commencez par ce genre de réponse, vous avez faux et vous allez passer un très mauvais quart d'heure. Ça, je vous le garantis. Donc ça marche comme ça plutôt.
Enfin, ça marche comme je vais l'expliquer. Vous commencez dès aujourd'hui, dès hier, dès le 25, à préparer ce qu'on appelle la liste des traitements que vous faites chez vous. Donc, vous êtes une société respectable, vous avez 36 traitements, vous les énumérez tous sous ce format-là. Ce format-là, il est mis à disposition gratuitement par la CNIL et il reprend l'essentiel de ce que vous devez faire en termes de documentation de la conformité. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit qu'avant, le paradigme, c'était vous déclarer, voire vous demander l'autorisation de faire un traitement. Aujourd'hui, il n'y a plus de déclaration, il n'y a plus de demande d'autorisation, sauf certains cas très, très spécifiques quand il s'agit de vie, enfin de données vitales, quand il s'agit de données de condamnation, etc. Là, vous êtes toujours obligé de demander l'autorisation. Mais ça concerne très, très peu de monde, on va dire. Pour le commun des mortels, vous et moi, tous les services qu'on a au quotidien, de la voiture à l'avion, au voyage, etc., c'est du traitement normal. Donc, vous ne déclarez rien, vous commencez votre traitement, vous vous munissez de ça, vous documentez votre traitement, donc vous allez dire, c'est quoi ce traitement, il concerne qui, quand est-ce qu'on l'a créé, quand est-ce qu'on l'a mis à jour, quels sont les acteurs responsables du traitement, est-ce qu'il a un délégué aux données personnelles? Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais donc le délégué, c'est vraiment, si vous traitez de la donnée sensible, ayez un DPO chez vous, hein, parce que sinon vous jouez avec le feu. Vous ne savez pas quel type de danger vous guette, et donc à la moindre faille, à la première faille, vous allez payer cher. Juste un DPO, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il doit avoir comme formation? J'imagine qu'il doit avoir du juridique et un peu aussi de technique. Alors, il a pas de... vous pouvez regarder des fiches métiers, ROM, etc. Sur DPO, ça n'existe pas vraiment. Il doit avoir fait, il doit comprendre, pas forcément avoir fait, il doit comprendre du juridique. C'est pour ça que beaucoup d'avocats se retrouvent DPO. Il doit avoir fait aussi un petit peu d'informatique, de sécurité, ça aide. Parce que là, le RGPD, tout ce dont on a parlé maintenant, c'est comment être en conformité. Maintenant, comment implémenter la conformité? Là, vous avez besoin d'informaticiens qui vont sécuriser les serveurs, etc. Parce que c'est surtout là, hein, le problème, il va venir de là. Mais je ne l'ai pas dit ou je l'ai passé très rapidement le slide. Le RGPD, ce n'est pas que de la donnée numérique, digitale. Vous avez un fichier de papier, un gros stock, vous allez voir des armoires ou des halls entiers de papier. C'est aussi de la donnée personnelle, hein. C'est pas parce que c'est pas sous forme d'USB ou d'une VM que c'est pas de la donnée personnelle. Donc la donnée personnelle, ça peut être du papier, ça peut être du logiciel, ça peut être du data. Donc tout ça, c'est de la donnée personnelle. Je ferme la parenthèse. Et donc le côté face, c'est vous devez appliquer des traitements, des procédures, à ce que j'ai demandé le consentement et ce genre de choses. Et le côté pile, c'est je sécurise. Maintenant qu'ils m'ont donné les données, maintenant que je suis légitime, hein, j'ai signé un contrat, je me suis engagé, je fais les choses proprement, et bien maintenant que j'ai des données, il faut que j'aille les sécuriser pour que la nuit, je dorme tranquille. Parce que si quelqu'un passe la nuit, parce que je deviens un peu connu, etc., vienne voler facilement les données, c'est que je n'ai pas fait correctement mon boulot. Et donc, c'est pour ça que la deuxième catégorie de ceux qui finissent DPO, c'est les gens qui ont fait un peu de la sécurité, donc un peu de la méthodo, un peu de l'ISO, un peu de ce genre de choses, et ils peuvent se retrouver DPO. Mais il n'y a pas de... il n'y a pas de préqualification, entre guillemets. Vous avez moins de distance à couvrir quand vous venez du juridique ou quand vous venez de l'informatique que d'autres. Mais DPO, il y a quelques formations, ça ne prend pas beaucoup de temps. Par contre, il faut s'intéresser au sujet et il faut rentrer dans chacune de ces notions et de ces nuances pour comprendre les implications. Oui ? Les mots sont importants. Les mots sont importants. Qui va quoi ? C'est pas. Alors, je vous rassure tout de suite, le DPO, c'est pas à lui qu'on va couper la tête. Il n'est pas responsable. Celui qui est responsable, c'est le patron de la société. Point. Sinon, c'est facile. Il a eu un conseil. Il a donné le conseil. Mais lui, il ne fait pas, on est d'accord. Le DPO ne fait pas. Je vais la simplifier. Le DPO, il a une table, un cahier, un téléphone. Les gens, il l'appellent, lui, il prend des notes. Et il dit, voilà, j'ai envie de prendre tous les fichiers de ceux qui nous ont acheté des avions il y a 10 ans, et je vais les bombarder avec des mails, etc. Et je suis sûr que si je fais une offre calculée sur la moyenne de ce qu'ils ont payé, j'en sais rien, blablabla, etc., ça va cartonner. OK. Eh bien, on va commencer depuis le début. Le fichier, il est à qui est-ce qui a donné son accord? Est-ce qu'il est d'actualité? Est-ce que les personnes, on a toujours leurs données actuelles? Là, par exemple, dernièrement, j'ai voulu ouvrir un service. Je ne vais pas faire la pub. J'ai voulu ouvrir un service en décembre et ça ne marche toujours pas. On est en mai.
Par contre, parce qu'ils soi-disant ils se sont trompés dans mon nom et du coup ils n'ont pas de procédure pour le corriger. J'y arrive pas. Et les personnes que j'ai au téléphone à chaque fois ils disent bon, on n'y arrive pas. Je dis bah, tant pis, c'est pas grave, c'est pas vital. Hein, je vous rassure, c'est juste pour acheter des biens de consommation, donc tout va bien. Par contre, ils m'ont ressorti un numéro de téléphone que j'ai pas utilisé depuis 15 ans. Ah, lui, il était juste 01 48. Je dis mais je l'utilise plus depuis 15 ans celui-là. Ils l'ont juste. Alors que mon nom que j'ai donné sur une fiche là en décembre, ils l'ont pas. Alors ils ont du pot, ils l'ont fait avant le RGPD. Mais si ça devait avoir lieu maintenant, vous voyez, là, on est au cœur du débat. Comment ils gèrent la donnée? Autre chose que je ne vous ai pas dit, mais je suis désolé, j'ai 248 items à peu près à vous passer, j'espère. Je donne ma donnée personnelle à quelqu'un, il a l'obligation de la tenir à jour. Obligation. C'est pas « Ah oui, mais on ne vous a pas vu, donc on n'a pas le bon numéro ». Non, non, c'est à vous de vous inquiéter d'avoir le bon numéro. C'est sans problème. Il vous vend quelque chose, il vous écrit, il peut contrôler. Non, il peut. Pourquoi acheter? Vous êtes son client. Il vous appelle, il vous parle. Ça existe de parler entre humains? Je vais prendre un autre exemple. Un organisme qui s'occupe de la santé. Je ne vais pas le citer, d'accord? Et ben, chez eux, j'existe à 2 endroits différents. Et quand je m'adresse à l'un, il me dit, ben non, c'est pas chez moi, c'est chez l'autre. Et quand je m'adresse à l'autre, il me dit, ben non, c'est pas chez moi, c'est chez... Vous voyez ce que je veux dire? Et je leur dis, vous pouvez pas vous mettre d'accord? Ah non, c'est pas à moi de faire, c'est à l'autre de me transférer son dossier. Ça, c'est fini. Ah bah oui. Non, attendez. Oui, c'est de la science-fiction, J'anticipe. Quand je dis c'est fini, pardon, je finis juste ma phrase. Quand je dis c'est fini, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus... Là, maintenant, je vais prendre ma plume, mon clavier, mon téléphone, je vais appeler le responsable. Je vais leur dire, bonjour, RGPD, ça vous parle? J'ai 2 adresses, etc. Mettez-moi tout ça nickel. Dans 15 jours, je vais avoir mes remboursements qui marchent. Et c'est tout. Et ils ont 1 mois pour s'appliquer. 1 mois. Pas loin. Oui. Alors, oui, ça s'applique au service public. Alors, tout le côté... B2C, j'allais dire, consommation, sécu, etc., ça s'applique de la même manière. Là où c'est différent, c'est quand les impôts ont un fichier sur vous, c'est quand la sécurité sociale, c'est quand la retraite, elle a vos données, etc. Eux, ils ont, vous avez vu au début, c'était 679, il y a le même pour les organismes publics. Et lui, il s'appelle 680. Donc si ça vous intéresse, celui qui régit les données détenues par des organismes publics, c'est de l'État, les impôts, la Sécu, ce genre d'organismes, ils ont l'équivalent avec leur propre DPO qui doit s'assurer qu'on traite bien les données du contribuable, du citoyen. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont aussi des procédures et des lois appliquées au même titre que pour le commun des mortels, des avions, des bouquins, des voyages et des habits. Il y a des DPO et des procédures pour gérer correctement cette partie des choses. Oui? On a parlé depuis tout à l'heure de beaucoup de grosses entreprises qui géraient beaucoup de grosses données et tout ça. Mais admettons que c'est un artisan climatiseur qui a chez lui un petit PC portable pour faire de la compta. Qu'est-ce qu'il doit faire? Lui, il doit acheter un gros firewall à 3 000 € pour se protéger. Il doit changer de logiciel de compta. J'en sais rien. Alors, très très bonne question. Une chose que je n'ai pas encore dite sur les 392, c'est que qu'est-ce qu'on considère comme données personnelles? Ce sont des données que vous traitez en masse. Ça veut dire que si j'ai dans mon Outlook mes 20, 50, 200 amis, ou sur les 10 ans passés, j'ai eu un jour un anniversaire, un cadeau, un prix, une voiture, un billet, j'en sais rien, à partager avec eux sur mon Outlook, ce n'est pas de la donnée personnelle de masse. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que celui qui veut voler des données de personnes pour les cibler, etc., il ne va peut-être pas attaquer ma boîte aux lettres, on est d'accord. Il va attaquer, je ne sais pas laquelle, mais en tout cas pas la mienne. Donc là, on n'est pas dans un traitement de masse. Donc si vous avez, là par exemple, j'ai une société qui me dit, mais moi, tous les peintres qui passent chez moi depuis 20 ans, qu'on fait les peintures tous les ans, etc., je dis, même s'il y a marqué le nom du gérant à chaque fois qu'il change, ou le nom des gars qui sont passés, etc., ce n'est pas de la donnée personnelle. Donc si on a envie de voler le système de peinture en France, etc., on ne va pas attaquer cette petite... Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ne sont pas une cible. Donc ce qu'ils ont comme données, certes, c'est de la donnée, mais comme elle n'est pas de masse,
Elle ne fait pas partie de la catégorie données à caractère personnel, sous-entendu de masse. Pardon? De la super? Ah, si j'ai envie de proposer de la super... Alors oui, alors effectivement, vous pouvez biaiser le système, vous pouvez faire vraiment votre chou gras avec ça, en allant sur une hyper niche, hyper spécialisée. Là, effectivement, vous pouvez le faire. Et je crois que le RGPD, il ne va pas trop s'occuper de vous. Sauf si votre concurrent va dire, il est en train de me pourrir la vie. Ça, c'est votre risque. Je vous laisse le gérer. En fait, la plupart de vos exemples qui ont beaucoup de sens, c'est ceux dans le contexte médical. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que la loi s'est pas faite dans ce contexte-là, ou par exemple, si vous travaillez dans le médical, c'est à vous de faire attention à pas perdre des données parce que la vie, elle est en jeu, quoi. Mais par contre, un site de divertissement qui enregistre votre numéro de téléphone et qui le perd, il y a personne qui en meurt. Et puis quelque part, moi, c'est à moi aussi de pas perdre mon numéro de téléphone. Alors, c'est une remarque de bon sens, on va dire. C'est-à-dire que la première réaction qu'on se dit, ouais, ok, entre Spotify et les scanners, il y a peut-être deux mondes différents, non? Il vaut peut-être commencer à s'occuper des scanners, des avions qui tombent pas ou qui crashent, etc., pour plus tard, quand on aura du temps, etc., s'occuper de la musique. En fait, ça marche pas comme ça, parce que déjà, dès que vous commencez à mettre des barrières en disant celui-là il est dedans, celui-là il est dehors, etc., c'est quoi votre critère? Parce que certains diront la musique pour moi c'est ma vie. Donc si vous gérez pas la musique comme les autres, avec le bon sérieux, avec le bon niveau, etc., quelque part, j'existe pas, quoi. Donc ça, c'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut gérer tout le monde pareil. Alors certains sont plus sensibles que d'autres. Eux, alors ils ont choisi ce métier, hein, personne ne leur a imposé déjà. Donc s'ils ont choisi ce métier, s'ils ont choisi de faire ça, hôpital, chirurgie du cerveau, etc., ils se doivent d'avoir tout ce qui va derrière. Le RGPD, c'est juste le dernier maillon de la chaîne. Ils se doivent d'avoir les bons professeurs, les bons matériels, les bons étudiants qui sont bien formés, qui sont cadrés, etc. Et après, ils peuvent faire correctement leur boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais signaler autre chose. Alors, autre exemple, j'arrive. Je vous ai vu. À cette société-là, à qui j'ai pris un abonnement en décembre, etc., j'ai toujours pas le machin. Je vois passer une pub et puis je me dis, tiens, ça m'intéresse. Et je voulais vraiment faire une opération, je voulais acheter une voiture et tout. Et donc je les appelle et je leur dis, j'ai vu passer un truc là. En plus, ils me l'envoient à moi. Newsletter, quand j'ai souscrit, je ne suis pas sûr d'avoir coché la case. On y reviendra plus tard. C'était avant le 25, donc ils pouvaient jouer comme ils voulaient. Maintenant, c'est plus le cas. Donc, je les appelle pour leur dire, j'ai vu un truc passer, vous m'avez envoyé la pub, machin, ça m'intéresse, comment on fait? Ils regardent mon dossier et ils me disent, ah ben vous pouvez pas, vous êtes blacklisté. Pardon? Vous êtes blacklisté. Ben, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que votre dossier il est rouge. Je dis, mais pourquoi il est rouge? J'ai rien fait. Par exemple. Il est red listé. Mais j'ai pas voulu jouer au plus fin. Là, j'essaie d'être bête et dire mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc la personne en face me dit mais non, si votre dossier est dans cet état-là, c'est que vous avez raté des traites, vous n'avez pas payé des trucs, enfin vous êtes rouge quoi. Il faut attendre au moins la commission, elle va se réunir, je sais pas quand, une fois ou deux fois par an, je crois. Il faut attendre qu'elle arrive la commission et à ce moment-là vous passerez et peut-être vous allez être sauvé à ce moment-là. Je dis mais attendez, j'ai rien pris de chez vous, donc je vous rassure tout de suite, j'ai rien pris. Et après, en creusant, il s'avère que, ah oui, votre nom n'était pas le bon, et donc il faut qu'on vous envoie un nouveau papier, il faut vous le signer. Je dis, envoyez-le, ils l'ont envoyé, je l'ai signé, je l'ai renvoyé. Ça fait 6 semaines, j'appelle régulièrement, mon dossier est toujours blacklisté. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez là, ça m'a privé d'un droit à l'autre crédit que j'aurais pu prendre, et je ne peux pas prendre. Et là, je peux estimer que je suis lésé. Donc vous voyez, je le raconte parce que c'est une anecdote, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête sur des choses simples comme ça. Il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie. Donc ça, moi, je joue avec, c'est pas grave. Je me donne les moyens aussi de jouer. Ça, c'est pas impactant pour moi. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être très impactant. Vous voyez ce que je veux dire? Le gars, d'un seul coup, il a une fenêtre qui s'ouvre, il peut avoir un crédit à 2%, à 1% pour avoir une voiture, etc. S'il le rate, il n'a pas beaucoup d'occasions comme ça dans l'année pour pouvoir faire ce type d'opération. Donc là, clairement, ces données ont joué contre lui. Et le principe du RGPD, c'est de protéger l'individu pour que ses droits et ses libertés ne soient pas en jeu. Il faut que ce soit lui qui les gère. Il faut que ce soit lui qui soit derrière cette chose-là. Et donc son destin, avec ses données, il lui appartient. Et donc quiconque ne respecte pas cette doctrine, eh bien, il a tout faux. Oui? Pardon. Juste pour lui répondre juste là-dessus vite fait, juste pour donner un exemple qui va te parler, pourquoi on ne fait pas la différence entre le médical et autre chose. Imagine, en fait, depuis 6 mois sur Spotify, tu commences à écouter du Evanescence et du Amy Winehouse. En fait, tu as peut-être une dépression et ça devient médical, tu vois.
Mais tu vois, en fait, comment en agrégeant beaucoup de données, on arrive à des trucs où, au final, ça paraît pas au premier abord, mais au final, ça l'est. Ouais, non, moi en fait, je voulais juste revenir sur un point. Ouais, bref. Non, en fait, Non, mais allez-y. c'est pour dire qu'en fait, Il est même pas ça, filmé, donc tout va bien. le RGPD, c'est quand même une réglementation européenne. Et le truc, c'est que, bah, par exemple, pour le cas de la France, le droit du numérique, il évolue beaucoup plus lentement que le numérique en lui-même. En français dans le texte, ça veut dire quoi? En gros, bah, tout ce qui va être technologie, ça va avancer beaucoup plus vite que les lois et les textes de droit sur. Les lois sur la technologie que j'essaie de comprendre, hein. Les Oui, lois parce qu'il sur y la a le droit du technologie avancent numérique. plus vite. Non, c'est l'inverse. Ah, C'est la ça. technologie avance plus vite que les lois. Exactement, ouais. Bah, alors attendez, je ne sais pas si on vous l'a expliqué. C'est ça en fait. Et du coup, en fait, vu que là, on est dans le contexte d'un règlement qui est à hauteur européenne, qui doit s'appliquer également du coup en lien avec le droit du numérique en France, finalement, ça peut poser ce type de problème, comme vous disiez, du fait que on va pas avoir forcément les outils justement déjà de base pour répondre à la problématique du RGPD en fait. Attendez, il y Les avait outils beaucoup de questions juridiques. dans la question là. On a aujourd'hui, je vous affirme, qu'on a les bons outils pour répondre au RGPD aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est? On est le 31 mai 2018, on a les bons outils pour répondre au RGPD. D'accord? Donc, ce n'est pas un problème de technologie, c'est un problème de mentalité d'abord, c'est un problème de process. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, avec qui on le fait, à qui, là vous voyez, ça, c'est qui est responsable? OK. Responsable, j'ai des responsables conjoints. C'est-à-dire que si vous avez, je dis n'importe quoi, un service offert entre Tesla et LinkedIn pour offrir je ne sais quoi, et qu'il y a un problème au milieu, c'est Tesla et LinkedIn. Ils sont conjoints, ils sont co-responsables. Qu'est-ce qu'ils font comme traitement? Ben là, c'est marqué là. Alors, si vous en faites trop, vous pouvez aller, hein, vous pouvez faire 22, 56, 220, etc. Toutes les finalités de ce traitement. Donc, normalement, vous devez savoir tout ça. Et en dessous, qu'est-ce qui est marqué? Allô? En dessous, il y a marqué quelles sont les mesures de... Je vais y arriver. En dessous, il y a marqué quelles sont les mesures techniques et les mesures organisationnelles et comment vous gérez la sécurité de ces données-là. Donc normalement, vous vous êtes posé la question à un moment donné, comment c'est sécurisé tout ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc si derrière ça, vous ne pouvez pas mettre de texte qui tienne la route, enfin, il ne faut pas vous mentir, hein. Vous pouvez toujours vous mentir en disant, bah, on a embauché un expert sécurité, donc normalement on est bon là. On l'a embauché hier, on est bon aujourd'hui, on est d'accord? Vous voyez comment ça marche? Donc voilà, donc là, on se ment à soi-même. Donc si vous ne savez pas répondre ou si vous trichez avec ça, c'est qu'à un moment donné, vous avez occulté le problème. Vous avez pas... Alors, ce n'est pas la solution à tout. Mais si vous rentrez là-dedans, dans la feuille déjà, vous allez avoir beaucoup de choses qui deviennent claires. Après, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de vendre des services ou quoi. En fait, la question, elle était centrée sur le fait de, par exemple, si on a un souci qui n'est pas... Enfin, qui est en lien avec la RGPD, mais qui est trop précis pour être... Enfin, c'est trop large dans le règlement. En gros, on doit creuser au niveau de la jurisprudence, par exemple. Parce que je pense qu'on va, on va y en... Enfin, 1, 2, 3, il va y en avoir des effets de jurisprudence suite à tout ça, enfin, suite au développement du RGPD. Vous avez parlé d'un agenda. Donc, une personne qui a un agenda, en général, on l'a sur son portable et donc il est hébergé aux États-Unis. Alors que vous aussi, ce sont des données européennes et normalement, enfin bref, par exemple, au lieu que la personne s'attaque à Google pour pouvoir en fait prendre des données, elle s'attaque à des personnes individuelles. C'est-à-dire que pour en fait récupérer les données de leur agenda. Individuellement, on se dit qu'on ne peut pas attaquer une personne comme Twitter. Alors que, voilà... Vous pouvez attaquer un compte Twitter particulier pour sortir, ou Instagram. Ou... Exactement. Sauf que là, la personne, elle attaque en fait les Google Agenda d'une personne. Donc ça, c'est pas considéré comme un vol, mais sauf qu'elle le fait pour 10 millions de personnes. Donc finalement, en fait, elle fait une opération qui n'est pas prise en compte dans le règlement.
mais l'ensemble est pris en compte dans le règlement. Pas que c'est pas pris en compte dans le règlement. Comment vous dire? Si on arrive à cette question après 2 heures, c'est que j'ai mal fait mon boulot. Le but du RGPD, c'est pas que ça soit hyper sécurisé d'un point de vue informatique. C'est-à-dire que si vous commencez par faire du RGPD, demain, vous n'êtes pas ISO 27002 ou 27001. On est d'accord, ça n'a rien à voir. Vous pouvez l'être dans l'aventure. Quand vous, je sais pas moi, quand vous partez à la mer, vous emmenez des affaires de la mer. C'est pas un hasard, c'est parce que vous allez à la mer, d'accord? Donc quand vous faites du RGPD et quand vous le faites bien, il se trouve qu'à côté, sur le plan informatique, vous êtes beaucoup plus propre et beaucoup plus prêt que vous l'étiez avant. D'accord? Donc c'est la conséquence et non pas le prérequis. Donc si vous vous attaquez, en français maintenant dans le texte, si vous attaquez un compte Google, etc., ça n'a rien à voir avec le RGPD. Ça veut dire que la protection du serveur ou du service n'est pas adéquate. L'utilisateur n'est peut-être pas informé ou j'en sais rien. Mais ce n'est pas le RGPD qui est en cause, c'est l'individu qui a souscrit le service volontairement, on est d'accord. Maintenant, s'il se fait pirater Google ou un autre, ça, c'est l'informatique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça marche comme ça. Voilà. Il n'y a pas de parade universelle qui est valable pendant les 20 prochaines années. Il y avait un talk ici, je ne sais pas qui l'a vu, où il disait que dans une banque, ils changent les clés toutes les... J'essaie de me rappeler, je ne sais pas si c'est 4 heures ou 12 heures. Ils changent les clés dans les différents systèmes qui se parlent entre eux, qui sont authentifiés les uns vis-à-vis d'eux, tous les 12 heures, parce qu'ils estiment que si quelqu'un est rentré dans le système, pour générer une clé, il lui faut beaucoup plus que 12 heures. Et donc, ils ont un train d'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, parce que c'est une banque, parce qu'ils se doivent d'être comme ça. Et ben, le RGPD, c'est un peu ça. Vous connaissez vos risques, vous devez vous équiper pour suivre. Et venez pas pleurer parce que vous ne savez pas. C'est votre métier, c'est vos risques, c'est à vous de gérer l'un et l'autre. Pas l'un au détriment de l'autre, pas l'un en négligeant l'autre. Ça va ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est marrant parce que quand il s'agit de données, on a l'impression que ce n'est pas palpable et que ce n'est pas sérieux et que c'est anodin, enfin, sauf la santé, les avions et les fusées. Non, ça peut être partout. Mais le fait que vous ne gériez pas tout de la même façon veut clairement dire que vous avez un biais dans votre tête et donc il y a beaucoup de choses qui seront dans un terrain gris, noir, obscur. Ça veut dire que le hacker, il va trouver son pain béni chez vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que tout n'est pas géré correctement. Et ben, le fait d'appliquer ça et d'essayer d'aller vraiment jusqu'au bout, jusqu'à l'esprit de la chose, et ben, je peux vous garantir que par ricochet, vous allez assainir beaucoup de choses de vos process, des mentalités, des habitudes. Combien de fois on voit les petits post-it encore traîner dans les bureaux avec les mots de passe, etc. Donc tout ça, c'est voilà, normalement, on se repose une dernière fois cette question, parce que normalement, ça fait 20 ans qu'on se la pose. Mais on n'a toujours pas trouvé la bonne parade. Donc j'espère que cette fois-ci, on va trouver les bonnes parades et on va tacler les bons problèmes pour que, ensemble, on soit tous sécurisés. Une dernière question, après je vais vous libérer. Le micro qui nous lâche. Les données, quand elles sont anonymisées, elles nous... Les données qui sont anonymisées, elles j'ai pas entendu la fin. Toujours Si. Vos données vous appartiennent. Si quelqu'un maintenant les a encryptées de telle sorte que personne ne peut les décoder, c'est qu'il est très mauvais. Non, ou qu'il veut vous faire une farce. Par exemple, pour alimenter tout ce qui est IA et tout ça, bon, ils ont besoin de beaucoup de données et c'est des données personnelles qu'ils ont prises, mais effectivement, il n'y a plus... On peut s'opposer. Par exemple, ne m'appartient pas et je peux m'opposer. C'est 3 thèmes différents. Mais non, je sais pas, moi je suis... Mes données étaient vendues pour les GAFA. Vous parlez d'avant? Oui, non, mais normalement, c'est plus possible aujourd'hui, on est d'accord. D'accord. Si, attendez. Si, c'est très important ça. Bien sûr que c'est rétroactif. Le opt-in et opt-out, il est valable à tout moment. Donc s'ils l'ont eu, peu importe comment, vous pouvez toujours venir dire aujourd'hui, bon, écoutez, on est le 31, le 25 est passé, à partir de maintenant, voilà, on va jouer avec mes règles. Maintenant, c'est out. D'accord? C'est dans ce sens que c'est rétroactif. Par contre, vous ne pouvez pas demander des dommages et intérêts sur les 20 dernières années où ils ont spammé avec « abonnez-vous à X, Y ou Z ». Je n'ai pas envie de donner les noms pour ne pas embarrasser les gens. Mais j'en ai reçu des tonnes et des tonnes. J'ai une dernière question. C'est une honte. La plupart des newsletters que je reçois, c'est à cause d'un tiers qui a donné mon adresse pour avoir une chance de gagner un tirage au sort ou ce genre de choses. Est-ce que je peux me retourner? Oui. Contre qui? Le tiers? Alors, qu'est-ce qu'on vous vend? Donnez-moi un exemple. On ne me vend rien, on m'envoie des newsletters. Alors, moi, je vais vous dire. Je prends. On me vend des voitures. Je n'ai pas envie de citer de marque pour embarrasser personne. On me vend des abonnements à des revues papier, mensuelles, hebdomadaires, etc.
Eh bien, je ne sais pas qui me l'a envoyé, ça se trouve, il était au... Je ne sais plus dans quel pays, j'ai pas envie de dévaloriser les pays les uns par rapport aux autres. Il est sur la Lune, et il m'en spam de là-bas. Eh bien, c'est pas grave. Comme il me demande d'être abonné à l'Express, eh bien, je vais m'attaquer à l'Express. D'accord. Simple, facile. Donc en fait, Nouvelle C'est à Frontière, là, l'Express qui me de faire spam son de- nettoyage, Ouais. et de faire en sorte que ses pratiques soient conformes. Point. Non, parce que moi, jusqu'ici, tout ce que je faisais, c'est bloqué. Hein. Vous pouvez pas lutter. J'ai essayé, vous pouvez pas lutter. Pourquoi? Parce que, alors, on est à 42, donc je peux y aller. Et après, je vous prends la question. Il se crée autant d'IP et de services de bouncing de mail que les gens s'inscrivent. Donc c'est une course qui est perdue d'avance avec tous les services virtuels qui existent et tous les fournisseurs de cloud. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au moment où vous cliquez « Je m'abonne », ils ont créé un Docker, une VM, ils ont mis le truc, ils ont traité, puis c'est jeté, c'est fini. Voilà, il n'y a plus de traces. Par contre, vous êtes dans les tablettes maintenant. Vous êtes abonné. C'est fini. Et donc, on ne peut pas retrouver la personne parce que le service n'existe plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils sont beaucoup plus rapides. Par contre, il y a un responsable en bout de chaîne. Et c'est lui qui va devoir répondre à la chose. C'est pour ça que tout à l'heure, ce n'était pas anodin quand je vous ai dit il y a un responsable, il y a des sous-traitants. Le premier, le deuxième, et puis le premier qui est sous-traité au deuxième, qui est sous-traité, etc. Peu importe, ils sont tous responsables avec le tête de liste. Le premier, là, le grand, c'est lui qui paye les pots cassés. C'est à lui de s'assurer que derrière, ça suit. Oui. Vous avez dit quelque chose de très intéressant qui était si vous recevez une newsletter de Le Monde, du Monde, alors que c'est pas forcément, c'est un tiers qui a souscrit à quelque chose qui fait que vous avez reçu cette newsletter, vous dites que vous attaquez à Le Monde. Mais du coup, vous croyez sincèrement que c'est pas Le Monde quelque part qui oui, mais c'est la porte ouverte aussi à pas mal de choses. Du coup, à qui? Je suis Le Monde, je vais vous envoyer des newsletters de l'Express, comme ça vous allez vous attaquer à l'Express. Oui. Et c'est l'Express qui va prendre l'amende. Oui, et vous allez faire chuter l'Express, donc du coup le Monde va monter. C'est pas... Je veux bien que les choses vont vite, mais pas à ce point-là quand même. Parce qu'il y a une enquête, on va regarder, on va prendre des preuves, on va d'accord. Donc on va quand même faire 2 ou 3 trucs. Mais effectivement, oui, il y aura des dérives, bien sûr. C'est comme, vous savez, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ou si vous avez lu de la littérature ou de l'histoire là-dessus, mais les premiers services de ad-click, les gens disaient, mais quoi, tu vas mettre de l'argent pour que quand les gens y cliquent, mais attends, mais les gens ils vont cliquer sur toi, tu vas perdre ton argent bêtement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les gens, on était dans l'ancienne économie, l'ancienne façon de voir les choses. Aujourd'hui, c'est Main Street, comme on dit. Aujourd'hui, ça va peut-être s'arrêter d'ailleurs. Mais aujourd'hui, voilà, c'est le truc le plus normal. Vous lancez une start-up, vous mettez 200 € dessus, vous jouez pendant 1 mois, pendant 5 minutes, ça dépend ce que vous faites. Mais c'est, vous voyez ce que vous posez même pas la question, mais mes 200 €, ils vont partir parce qu'il y a un idiot qui va cliquer comme un fou derrière. Alors, on a traité la question, il faut 200 idiots pour vous bouffer vos 200 € déjà. Et 2, on a traité la question en amont. Ça peut pas être cliquable de la même IP, sur le même environnement, sur machin, sur truc. Donc on a trouvé des parades. Mais effectivement, il y a des gens qui ont payé, qui ont perdu quelques dizaines, centaines, milliers d'euros, les premiers, parce que c'était les pionniers, entre guillemets. Mais très vite, ça s'est assaini. Vous voyez ce que je veux dire? Dès qu'on s'est mis à plusieurs, parce que plusieurs ont été concernés par ce problème-là, on a vite trouvé des solutions. Et ça, c'est la course à ça. Ça veut dire que dès lors qu'on va rentrer dans le sujet, on va le traiter. Ceux qui vont mal le traiter, ça va donner lieu à beaucoup de jurisprudence, qui va réinciter les autres à vraiment redoubler d'efforts, parce que maintenant, ça commence à se voir, et donc à traiter le sujet sérieusement. Et le but de ça, c'est pas que la veille, il pleuvait, le lendemain, c'est beau temps, et puis la plage. Non, le but, c'est qu'en travaillant tous ensemble, et puis jour après jour, puis affaire après affaire, et puis amende après amende, etc., tout ça s'assainisse, et que ça devienne propre à la fin. En tout cas, c'est la vocation. Mais avant d'être propre, déjà, on a aujourd'hui des outils. On n'est pas totalement démunis. On n'est pas là que pour subir. Et on peut lutter et on peut défendre ses intérêts. Et c'est bien immatériel, c'est bien matériel et c'est bien immatériel qui concerne ces données. Parce que les données, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on est à une période de transition. Effectivement, tout n'a pas été réglé et on vit plein de chamboulements, etc. Donc la carte du monde, elle n'est pas encore faite. Vous voyez ce que je veux dire? On est en train de la faire au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Et nous, la chance qu'on a, enfin moi personnellement, je bénis cette époque, c'est que le nouveau monde, il est en train d'être bâti maintenant. Avec ça, avec les pratiques de l'autre côté, et ben, on va voir qui va gagner à la fin. Une dernière question, ou pas. Je vous remercie en tout cas beaucoup, ça a été très intéressant. J'espère que ça a été utile.